J'entends encore sa voix résonner dans ce grand hôtel particulier parisien, froide et tranchante comme du verre brisé. Quelqu'un a appelé la femme de ménage? La remarque m'a frappé plus durement encore lorsque mon fils, debout à côté de moi, s'est mis à applaudir, d'un air moqueur et triomphant. Ce son hante encore mes rêves, même aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier, je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer d'ouvrir mon cœur. Ce soir-là a commencé comme n'importe quel autre dans mon petit appartement de l'Est parisien. Je me suis réveillée épuisée, l'odeur âcre de la fumée du barbecue de mon voisin s'infiltrant à travers mes cloisons fines. Les rues dehors sentaient la pluie et la nourriture à emporter, les bruits familiers de la ville se mêlant à ma propre respiration superficielle. J'avais pris mes médicaments pour la tension, comme chaque matin, en regardant la collection de flacons de pilules sur mon comptoir de cuisine. 7 flacons, 7 rappels de la façon dont mon corps me lâchait, tout comme le reste semblait le faire. Je me souviens m'être tenue devant le petit miroir de ma chambre, ajustant ma robe à fleurs délavée. C'était la plus belle chose que je possédais, achetée 3 ans plus tôt dans un magasin de déstockage de la rue de Rivoli. Le tissu avait perdu son éclat, tout comme j'avais l'impression d'avoir perdu le mien. Mais je la portais quand même, car Chloé, ma belle-fille, m'avait invitée à sa fête d'anniversaire. Son invitation était arrivée par texto, brève et froide. Fête ce soir, 19h. N'apporte rien. Même l'invitation semblait être une pensée après coup, mais je m'y suis accrochée comme à une bouée de sauvetage. La famille était censée être tout, n'est-ce pas? J'ai glissé une vieille photo dans mon petit sac à main, nous 3, à une époque plus heureuse. Thomas, mon fils, avait son bras autour de Chloé et de moi. Nous sourions, vraiment. Ses yeux étaient alors remplis de chaleur, avant de devenir distants. Avant que l'influence de Chloé ne s'insinue comme un brouillard d'hiver, glaçant tout ce qu'elle touchait. Je portais cette photo partout, comme un talisman contre la froideur croissante que je ressentais de la part de ma propre chair et de mon propre sang. Le trajet en bus jusqu'au 16e arrondissement a duré 45 minutes. Je regardais la ville défiler derrière les vitres sales, des monuments familiers qui m'avaient autrefois réconforté, me semblaient maintenant les témoins silencieux de mon isolement grandissant. La tour Eiffel se dressait au loin, inébranlable et forte. J'aurais aimé pouvoir lui emprunter un peu de cette force, juste assez pour survivre à une autre réunion de famille où je me sentais plus comme une intruse qu'une mère et grand-mère aimée. Leur hôtel particulier était magnifique, je dois le reconnaître. Une façade en briques rouges avec du lierre grimpant sur les murs, des lanternes à gaz vacillant à côté d'une porte en acajou qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. Le quartier criait la richesse et le succès. Des pelouses manucurées, des voitures de luxe garées dans la rue, le genre de vie que je n'aurais jamais pu imaginer pour mon fils quand je l'élevais seul dans notre 2 pièces exiguës. J'ai sonné, mes doigts arthritiques tremblant légèrement. Pas à cause du froid, mais d'une anticipation mêlée d'effroi. Ce sentiment était devenu trop familier ces derniers temps, cette boule dans mon estomac chaque fois que je devais interagir avec ma propre famille. À travers le verre dépoli, je pouvais voir des silhouettes bouger, entendre les rires et les conversations couler comme une musique à laquelle je n'étais pas invitée à me joindre. Chloé a ouvert la porte, et son sourire était parfaitement poli, tout comme son apparence. Robe de créateur, maquillage professionnel, coiffure réalisée par quelqu'un qui facturait une coupe plus chère que ce que je dépensais en courses en un mois. « Oh, Martine !» dit-elle, sa voix portant ce ton particulier que j'avais appris à reconnaître. Agréable en surface, mais avec des sous-entendus d'agacement à peine dissimulés. « Tu as réussi à venir. » Je suis entrée, immédiatement frappée par la grandeur des lieux. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des parquets qui brillaient comme des miroirs. Le salon s'ouvrait sur un espace plus grand que tout mon appartement, rempli de gens bien habillés tenant des verres de vin et ayant des conversations sophistiquées. J'ai senti mes épaules se voûter instinctivement, essayant de me faire plus petite, moins visible. La fête battait son plein. Des sacs à main de créateurs nonchalamment posés sur des meubles en cuir italien.
des conversations sur les portefeuilles d'actions et les résidences secondaires sur la Côte d'Azur. C'étaient les gens de Chloé, des banquiers d'investissement, des promoteurs immobiliers, des arrivistes qui mesuraient la valeur en signes d'euros et en mètres carrés. J'ai reconnu quelques visages de réunions précédentes, des gens qui me regardaient comme si j'étais transparente. Thomas est sorti de la cuisine, un verre de whisky à la main, le visage rougi par l'alcool et une conversation animée. Quand il m'a vue, cette ombre familière a traversé ses traits. Pas exactement du mécontentement, mais quelque chose de proche. De la gêne, peut-être. Comme si ma présence le diminuait d'une manière ou d'une autre devant les amis prospères de sa femme. « Maman », dit-il, sa voix portant à travers la pièce plus fort que nécessaire. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » Les conversations autour de nous ont semblé marquer une pause, subtile mais perceptible. Les yeux se sont tournés dans notre direction, curieux et évaluateurs. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, cette honte familière qui accompagnait le fait d'être l'étrangère dans la vie de mon propre fils. Mais j'ai forcé un sourire, le même sourire que j'avais perfectionné au fil des années à ravaler la peine et la déception. « Chloé m'a invitée », dis-je doucement, ma voix à peine audible par-dessus le bruit ambiant. C'est alors que le frère de Chloé, Antoine, est apparu à côté de Thomas. Antoine était taillé dans la même étoffe que sa sœur. Costume cher, montre suisse, le genre de confiance qui vient de ne jamais avoir eu à s'inquiéter de payer les factures d'électricité. Il m'a regardé avec un dédain non dissimulé, ses yeux allant de ma robe délavée à mes chaussures usées, cataloguant chaque signe visible de ma modeste condition. Et puis, il l'a dit, ces mots qui allaient de résonner dans mon esprit pendant des mois. Quelqu'un a appelé la femme de ménage? La pièce n'est pas tombée dans un silence dramatique. La vie n'est pas comme dans les films. Au lieu de cela, il y a eu une vague de rires gênés, le genre que les gens cruels utilisent pour masquer leur cruauté sous couvert d'humour. Mais ce qui s'est passé ensuite a été pire que l'insulte initiale. Ce qui s'est passé ensuite, c'est le son qui allait me hanter pour toujours. Mon fils s'est mis à applaudir. Pas l'applaudissement lent et sarcastique de la désapprobation. Non, c'était un applaudissement sincère, comme si Antoine venait de livrer la chute de la blague la plus drôle du monde. Mon propre fils, le garçon que j'avais élevé seul, l'enfant pour qui j'avais tout sacrifié, applaudissait quelqu'un qui venait d'humilier sa mère devant une salle remplie d'inconnus. Je suis restée là, figée, sentant tous les yeux de la pièce sur moi. Certains visages montrèrent de l'embarras pour moi, d'autres un amusement à peine dissimulé. Quelques personnes ont détourné le regard, mal à l'aise d'assister à une cruauté aussi flagrante. Mais mon fils continuait d'applaudir, de sourire, de me montrer exactement où je me situais dans sa hiérarchie de loyauté. Le son de ses mains qui s'entrechoquaient était comme des coups de feu dans mon cœur. Chaque applaudissement était une trahison, un rejet de chaque sacrifice que j'avais jamais fait pour lui, chaque double service que j'avais travaillé pour payer ses vêtements d'école, chaque cadeau de Noël que j'avais mis des mois à économiser pour acheter, chaque fois que je m'étais privée pour qu'il puisse avoir ce dont il avait besoin. Tout cela réduit à ce moment d'humiliation publique. Le visage de Chloé a montré un éclair de quelque chose, de la culpabilité peut-être, ou de l'inquiétude sur la façon dont cela apparaissait à ses invités. Mais elle n'a rien dit, ne m'a pas défendue, n'a même pas eu la décence d'avoir l'air embarrassée par le comportement de son frère ou la réaction de son mari. Je voulais partir immédiatement, me précipiter hors de cette belle maison avec ces gens laids et ne jamais regarder en arrière. Mais quelque chose me maintenait enracinée à cet endroit. Peut-être le choc. Peut-être la partie de moi qui espérait encore que tout cela n'était qu'une erreur, un malentendu qui serait corrigé par des excuses et des rires gênés. Au lieu de cela, Antoine a continué sa performance. Je veux dire, regardez cette robe, dit-il en me désignant comme si j'étais une pièce de musée. Le chic authentique de la femme de ménage. Plus de rires. Plus d'applaudissements de mon fils. Plus de morceaux de mon cœur se brisant et s'éparpillant sur ce parquet immaculé. Je pense souvent à ce moment, même maintenant. À quel point je me sentais complètement seule alors que j'étais entourée de gens. Comment la femme qui avait donné naissance à l'une des personnes qui se moquaient d'elle aurait aussi bien pu être invisible. L'air dans cette pièce semblait épais, suffocant, comme si tout l'oxygène avait été remplacé par le poison de leur cruauté désinvolte.
Avez-vous déjà vécu un moment comme celui-là? Un moment où les personnes qui sont censées vous aimer le plus vous ont fait sentir que vous méritiez leur mépris? Ce sentiment reste avec vous, longtemps après que les rires se sont estompés. Mais j'anticipe. Cette nuit-là n'était que l'aboutissement d'années de petites blessures, de minuscules coupures qui me vidèrent de mon sang depuis si longtemps que j'avais presque oublié ce que c'était que de ne pas souffrir. Laissez-moi vous parler des années qui ont mené à ce moment. L'histoire des sacrifices qui ont rendu sa trahison si complète, si dévastatrice. Car comprendre d'où je viens est la seule façon de comprendre à quel point j'ai dû tomber bas avant de pouvoir apprendre à me relever. J'avais 19 ans quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Thomas. Son père, Alain, en avait 22 et était plein de promesses sur l'avenir que nous construirions ensemble. Nous vivions dans un studio à Belleville, à l'époque où le quartier était encore un peu rude, avant que la gentrification n'en fasse un autre terrain de jeu pour les riches. Alain rêvait de devenir musicien. Il passait ses journées à écrire des chansons et ses nuits à jouer dans des bars miteux devant des publics de 5 ou 6 personnes plus intéressées par leur boisson que par sa musique. Je travaillais comme serveuse dans une brasserie de l'avenue de la République, mes pieds enflés dans des chaussures bon marché, mon dos endolori de porter des plateaux lourds. Mais je croyais en ses rêves parce que je l'aimais, et l'amour vous rend parfois stupide. Quand Thomas est né, Alain l'a tenu pendant peut-être 5 minutes, avant de me le rendre avec le regard de quelqu'un qui venait de réaliser l'ampleur de ce dans quoi il s'était embarqué. Les bébés coûtent cher. Ils pleurent la nuit. Ils ont besoin de choses qui coûtent de l'argent que nous n'avions pas. Les rêves de gloire musicale ne paient pas les couches et le lait maternisé. Il est parti quand Thomas avait 6 mois. Pas de façon dramatique, pas avec une grosse dispute ou des adieux en larmes. Il a juste commencé à rentrer de plus en plus tard jusqu'à ce qu'un jour, il ne rentre plus du tout. J'ai trouvé un mot sur notre table de cuisine bancale, 4 phrases expliquant qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il avait besoin de se trouver, que peut-être un jour nous pourrions réessayer. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Alors me voilà, 19 ans avec un bébé, une pile de factures et le genre de responsabilité écrasante qui vous fait vieillir du jour au lendemain. J'ai dû grandir vite, apprendre à être à la fois mère et père pour un garçon qui grandirait en demandant pourquoi son papa ne l'aimait pas assez pour rester. J'ai pris un 2e emploi de nettoyage d'immeubles de bureaux à La Défense. Après la fin de mon service à la brasserie à 15 heures, je me précipitais chez ma voisine, Madame Teixeira, qui gardait Thomas pour quelques euros de l'heure que je pouvais à peine me permettre. Puis je prenais 2 métros jusqu'à La Défense et nettoyais des bureaux jusqu'à minuit, les mains à vif à cause des produits de nettoyage industriel. Mon corps épuisé au-delà de toute mesure. Thomas était un bon bébé, Dieu merci. Il dormait la plupart des nuits, pleurait rarement, semblait comprendre d'une manière ou d'une autre que sa maman faisait de son mieux avec le peu qu'elle avait. Quand il a grandi et a commencé à poser des questions sur son père, je lui ai dit que papa travaillait très loin mais qu'il l'aimait beaucoup. Le mensonge avait un goût amer dans ma bouche, mais que pouvais-je dire d'autre? Que son père avait décidé qu'être parent était trop difficile et était parti sans regarder en arrière. Je me souviens du 3e anniversaire de Thomas. J'avais économisé pendant des mois pour lui acheter un vélo chez Emmaüs. Il était rouillé et la peinture était écaillée, mais j'ai passé des heures avec de la laine d'acier et de la peinture en bombe pour le rendre aussi neuf que possible. Quand je le lui ai présenté ce matin-là, son visage s'est illuminé comme un matin de Noël. Il a jeté ses bras autour de mon cou et a dit « Tu es la meilleure maman du monde entier ». Ces mots m'ont soutenu pendant des années de fatigue et d'inquiétude. Ils m'ont porté à travers les doubles services et les réfrigérateurs vides, à travers les nuits où je pleurais doucement dans la salle de bain pour qu'ils ne m'entendent pas, à travers la solitude écrasante d'élever un enfant seul en regardant d'autres familles qui semblaient si facilement complètes. Quand Thomas a commencé l'école, je pensais que les choses pourraient devenir plus faciles. J'avais tort. L'école signifiait des dépenses que je n'avais pas prévues. Les sorties scolaires, les fournitures, les nouveaux vêtements quand ils devenaient trop grands pour les anciens. Cela signifiait des réunions avec les enseignants et de l'aide aux devoirs et toutes les choses que les familles à 2 parents semblaient gérer si facilement. J'ai abandonné les cours du soir que je suivais pour une formation en art-thérapie. Le rêve d'aider peut-être d'autres personnes à guérir par la créativité
a dû être sacrifié sur l'autel de la nécessité immédiate. Mes manuels ont été vendus dans une librairie d'occasion pour 30 € qui ont permis d'acheter des provisions pour une semaine. Mais je me suis dit que ça en valait la peine. Chaque sacrifice, chaque rêve abandonné, chaque nuit où je tombais dans mon lit si épuisée que je pouvais à peine tirer les couvertures sur moi, tout cela en valait la peine parce que je construisais quelque chose. J'élevais un fils qui grandirait en sachant qu'il était aimé, qui ne douterait jamais que quelqu'un dans ce monde pensait qu'il était extraordinaire. Thomas était un garçon intelligent, curieux de tout. Il ramenait de bonnes notes et des dessins qu'il avait faits en cours d'art plastique, des histoires sur ses amis et ses professeurs qui me faisaient rire malgré ma fatigue. Il était affectueux et attentionné, le genre d'enfant qui remarquait quand j'avais l'air fatigué et me tapotait la main avec sa petite main. « Ça va, maman ?» demandait-il, ses yeux bruns pleins d'une inquiétude qui semblait trop mûre pour son âge. « Je vais bien, mon chéri, » répondais-je toujours. « Maman est juste un peu fatiguée. » Quand il avait 10 ans, j'ai rencontré un homme à la brasserie où je travaillais. Il s'appelait Olivier, et il était gentil avec moi d'une manière que j'avais oublié possible. Il a réparé mon évier de cuisine qui fuyait et a emmené Thomas à des matchs de foot. Et pendant un bref et lumineux moment, j'ai pensé que nous pourrions peut-être être une vraie famille. Ça a duré 8 mois. Olivier est parti quand il a réalisé à quel point mon attention et mes ressources appartiendraient toujours d'abord à Thomas. « Je ne peux pas rivaliser avec ce gamin », a-t-il dit en sortant. « Il passera toujours en premier pour toi. » Il l'a dit comme si c'était un défaut de caractère, comme si aimer mon fils complètement était en quelque sorte mal. Mais il avait raison sur une chose. Thomas passerait toujours en premier. C'est ce que signifiait être mère pour moi. C'est à cela que ressemblait l'amour dans notre petit foyer en difficulté. Après le départ d'Olivier, Thomas a semblé comprendre sans qu'on le lui dise que nous serions à nouveau juste nous deux. Il a cessé de demander s'il aurait un beau-père et a commencé à aider davantage à la maison. Il a appris à préparer des repas simples et à faire sa propre lessive, assumant des responsabilités que d'autres enfants de son âge n'avaient jamais eu à envisager. « On forme une bonne équipe, n'est-ce pas, maman ?» a-t-il dit un soir, alors que nous faisions la vaisselle ensemble dans notre petite cuisine. « La meilleure équipe ?» ai-je convenu en lui ébouriffant les cheveux. Le lycée a apporté de nouveaux défis. Thomas voulait jouer au football, mais l'équipement et les frais dépassaient mon budget. Il voulait aller au bal de fin d'année, mais les tenues de soirée coûtaient de l'argent que je n'avais pas. J'ai pris des contrats de nettoyage supplémentaires, je me suis épuisée au travail, mais j'ai toujours réussi à trouver un moyen. Un costume d'occasion de chez Goodwill que j'ai retouché moi-même. Des crampons d'un vide-grenier que j'ai nettoyés jusqu'à ce qu'ils aient l'air presque neufs. Il ne s'est jamais plaint, ne m'a jamais fait me sentir mal pour ce que nous ne pouvions pas nous permettre. Au contraire, il semblait reconnaissant pour tout ce que je parvenais à lui fournir. Il me serrait souvent dans ses bras et disait à ses amis que j'étais la personne la plus travailleuse qu'il connaissait. Lorsqu'il a été diplômé major de sa promotion, son discours m'a mentionné par mon nom, remerciant sa mère d'avoir tout sacrifié pour lui donner une chance d'avoir une vie meilleure. J'ai tellement pleuré pendant ce discours que Madame Teixeira a dû me passer des mouchoirs. Les études supérieures étaient une autre montagne à gravir. Thomas était assez intelligent pour obtenir des bourses, mais elles ne couvraient pas tout. J'ai refinancé mon petit appartement, utilisant une partie du capital que je ne pouvais pas vraiment me permettre de perdre. J'ai pris un 3e emploi de saisie de données la nuit, tapant jusqu'à ce que mes doigts aient des crampes, mes yeux brûlant de fixer les écrans d'ordinateur. Mais je l'ai fait avec joie, parce que Thomas allait être le premier de notre famille à obtenir un diplôme universitaire. Il allait avoir des opportunités que je n'avais jamais eues, un avenir qui s'étendait au-delà de la survie de chèque de paie en chèque de paie. Il a étudié le commerce et l'économie dans une grande école, faisant le trajet depuis la maison pour économiser sur les frais de logement. Chaque matin, je lui préparais le petit déjeuner et l'envoyais avec un déjeuner que j'avais préparé la veille. Chaque soir, il rentrait à la maison et me parlait de ses cours, de ses professeurs, des stages auxquels il postulait. « Je vais m'occuper de toi un jour, maman, » disait-il. « Je vais t'acheter une grande maison et tu n'auras plus jamais à travailler. » Je le croyais complètement. C'est pendant sa 2e année qu'il a rencontré Chloé lors d'un événement de réseautage en ville. Elle étudiait à la Sorbonne,
venait d'une famille de la vieille bourgeoisie avec des attentes encore plus anciennes. Ses parents possédaient des propriétés dans toute la ville, avaient des portefeuilles d'investissement qui généraient apparemment plus de dividendes que ce que je gagnais en 1 an de travail avec plusieurs emplois. Chloé était belle d'une manière que je n'avais jamais été, même dans ma jeunesse. Polie et confiante, avec le genre d'aisance qui vient de ne jamais avoir à s'inquiéter des nécessités de base. Elle parlait de son avenir en termes d'options sur actions et d'avancement de carrière, utilisant des mots que j'ai dû chercher plus tard pour comprendre. Thomas a été immédiatement séduit. Il a commencé à passer plus de temps à se préparer le matin, m'a demandé de lui acheter des vêtements plus beaux, a commencé à parler de restaurants et d'événements culturels dont je n'avais jamais entendu parler. Quand il a ramené Chloé à la maison pour dîner, j'ai cuisiné pendant 3 jours d'affilée, essayant de préparer un repas qui impressionnerait quelqu'un qui avait grandi avec des traiteurs et des chefs privés. Chloé a été polie mais distante lors de ce premier dîner. Elle a complimenté ma cuisine avec le genre d'éloge discret qui parvenait à paraître condescendant. Elle a posé des questions sur mon travail avec la curiosité de quelqu'un qui examine un spécimen intéressant. Quand Thomas l'a raccompagnée à sa voiture après, j'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine, alors qu'elle parlait avec animation de quelque chose qui les faisait rire tous les deux. J'ai eu l'étrange sentiment d'être la chute d'une blague que je ne comprenais pas. À mesure que leur relation s'approfondissait, je voyais Thomas de moins en moins. Il rentrait tard de ses rendez-vous, dormait jusqu'à midi le week-end, avant de se précipiter pour retrouver Chloé et ses amis pour des brunchs et des vernissages auxquels je n'étais jamais invitée. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient plus courtes, moins détaillées. « Comment était le musée ?» pourrais-je demander. « Bien », répondait-il, déjà en train de vérifier son téléphone pour des messages. Le garçon qui m'avait autrefois tout raconté devenait un étranger, façonné par des influences avec lesquelles je ne pouvais rivaliser et que je ne comprenais pas entièrement. Quand Thomas a obtenu son diplôme, les parents de Chloé ont organisé une fête dans leur country club de Saint-Germain-en-Laye. J'étais invitée, techniquement, mais il était clair dès mon arrivée que je n'étais pas à ma place. Les autres invités étaient des médecins et des avocats, des cadres et des entrepreneurs. Ils parlaient nonchalamment de leur résidence secondaire et de leurs vacances en Europe, pendant que je me tenais près du buffet dans ma robe de magasin de déstockage, essayant d'avoir l'air d'appartenir à ce monde. La mère de Chloé, Béatrice, était gracieuse de la manière dont les femmes riches sont entraînées à l'être. Elle a posé des questions sur mon travail avec le genre d'intérêt poli qui parvenait à faire comprendre qu'elle considérait mes réponses comme pittoresques, mais finalement sans importance. Quand j'ai mentionné à quel point j'étais fière des accomplissements de Thomas, elle a souri et a dit « Oui, Chloé a été une si bonne influence sur lui. » Comme si ce n'était pas moi qui l'avais façonné depuis sa naissance, qui avait tout sacrifié pour lui donner les fondations qui ont rendu son succès possible. Thomas et Chloé se sont fiancés 6 mois après l'obtention de leur diplôme. La bague coûtait plus que ce que je gagnais en 1 an, et Chloé s'est assurée que tout le monde le sache. La fête de fiançailles était une autre affaire de country club, remplie de gens qui me regardaient avec une pitié à peine dissimulée quand Thomas me présentait comme ma mère. Pas ma mère incroyable qui m'a élevée seule ou la femme qui a tout sacrifié pour moi. Juste ma mère, comme si j'étais un personnage secondaire dans l'histoire de sa vie. Le mariage a été planifié avec une précision militaire par la mère de Chloé et un organisateur professionnel qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. On ne m'a consulté sur absolument rien. Mon avis n'a pas été sollicité, mes préférences n'ont pas été prises en compte. On m'a dit quand arriver, où m'asseoir, quelle couleur de robe serait photogénique avec le reste de la famille. J'ai proposé d'aider à payer quelque chose, n'importe quoi. Mais Béatrice a balayé mon offre d'un rire qui n'était pas entièrement bienveillant. « Oh, Martine, ne vous inquiétez pas pour ça. Nous nous en occupons. » L'implication était claire. Votre contribution ne serait de toute façon pas assez importante pour compter. J'ai passé le jour du mariage de Thomas assise à une table avec des parents éloignés que je ne connaissais pas, regardant mon fils danser avec sa nouvelle femme, tandis que sa famille rayonnait de fierté et de réussite. Pendant la danse père-fille, le père de Chloé a fait un discours sur le fait de gagner un fils, sur la façon dont Thomas était exactement le genre d'homme qu'il avait espéré que sa fille épouserait. Personne n'a mentionné la mère qui avait élevé cet homme à partir de rien. Après la lune de miel,
Thomas et Chloé ont emménagé dans leur premier appartement ensemble, un luxueux immeuble près du Trocadéro, avec des baies vitrées et un concierge en gants blancs. Les parents de Chloé avaient aidé avec l'acompte comme cadeau de mariage, un geste de générosité que je ne pouvais même pas commencer à égaler. Je n'ai visité qu'une seule fois. Chloé m'a fait faire un tour qui ressemblait plus à une visite immobilière, soulignant les caractéristiques coûteuses et les éléments de design avec l'enthousiasme de quelqu'un qui n'a jamais eu à calculer s'il pouvait se permettre de manger au restaurant cette semaine. La cuisine avait des comptoirs en granit et des appareils électroménagers de qualité professionnelle qui coûtaient plus que mon budget annuel d'épicerie. « C'est magnifique », dis-je, parce que c'était vrai et parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. « Merci », répondit Chloé, comme si elle l'avait créé elle-même au lieu de simplement l'accepter comme un cadeau de parents qui pouvait se permettre de tels gestes. C'est là que la vraie distance a commencé. Les visites de Thomas sont devenues moins fréquentes, ses appels téléphoniques plus courts et plus formels. Quand je le voyais, il semblait différent, plus poli, plus sophistiqué, mais aussi en quelque sorte plus petit. Le garçon qui m'avait autrefois serré fort dans ses bras et m'avait appelé sa meilleure amie était remplacé par un homme qui semblait vaguement embarrassé par ses origines modestes. Chloé est tombée enceinte dans l'année qui a suivi le mariage. Quand elle a commencé le travail prématurément, je me suis précipitée à l'hôpital, le cœur battant d'excitation et de terreur. Mais quand je suis arrivée, j'ai constaté que les heures de visite étaient strictement contrôlées. Les parents de Chloé étaient déjà là, installés dans la salle d'attente familiale, comme s'ils en étaient les propriétaires. « Oh, Martine !» dit Béatrice quand elle m'a vue. « C'est gentil à vous de venir. Je suis sûre que Thomas sortira vous voir quand les choses se calmeront. » J'ai attendu 6 heures dans cette salle d'attente stérile, regardant la famille de Chloé entrer et sortir de la maternité, pendant que j'étais assise avec les magazines abandonnés d'autres personnes et du café froid d'un distributeur automatique. Quand Thomas est finalement apparu, il avait l'air épuisé et dépassé. « Maman, dit-il, et pendant un instant, il a semblé être de nouveau mon petit garçon. On a eu une frayeur, mais tout va bien maintenant. Le bébé est parfait. Je peux le voir ?» ai-je demandé. Le visage de Thomas a légèrement changé, la chaleur s'estompant pour laisser place à cette distance polie que j'apprenais à reconnaître. Chloé est assez fatiguée en ce moment. Peut-être demain? Demain est devenu la semaine prochaine. La semaine prochaine est devenue le mois prochain. Au moment où j'ai finalement rencontré mon premier petit-fils, le petit Léo, il avait déjà 6 semaines, et Chloé avait établi une routine qui n'incluait pas les visites imprévues des grands-mères qui faisaient des ménages et vivaient dans des appartements modestes dans l'Est parisien. Mais Léo était magnifique, parfait. Quand je l'ai tenu pour la première fois, il m'a regardé avec les yeux de Thomas et je suis tombée amoureuse à nouveau. Cette petite personne faisait partie de moi, partie du fils que j'avais élevé, partie de l'histoire continue de notre famille. Je voulais être impliquée. Je voulais garder les enfants, aider au biberon, et être le genre de grand-mère qui gâte ses petits-enfants avec de l'amour et de l'attention. Mais Chloé avait ses propres idées sur l'éducation des enfants, la plupart empruntés à des livres de parentalité coûteux et à des groupes de mères exclusifs. Quand j'ai proposé de garder Léo pour qu'il puisse sortir dîner, Chloé a ri de ce même rire pas tout à fait bienveillant que j'apprenais à redouter. « Oh, Martine, c'est gentil, mais nous avons une nounou pour ce genre de choses. » Une nounou. Ils avaient engagé une étrangère pour s'occuper de leur enfant plutôt que d'accepter l'aide gratuite de la grand-mère du bébé. La nounou était jeune et jolie et possédait un diplôme en développement de la petite enfance d'une prestigieuse université de la côte Est. Elle était payée plus par mois que ce que je gagnais en 3 mois à nettoyer des bureaux et à m'occuper des dégâts des autres. J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. Je me suis dit qu'ils étaient juste prudents, que les nouveaux parents veulent naturellement le meilleur pour leurs enfants. Mais au fond de moi, je savais la vérité. Je n'étais pas considérée comme qualifiée pour m'occuper de mon propre petit-fils parce que je n'avais pas les bonnes références, le bon milieu, le bon statut social. L'argent est devenu une autre source de tension, bien qu'il ait toujours été discuté par euphémismes et implications plutôt que par des demandes directes. Thomas mentionnait nonchalamment à quel point la garde d'enfants était chère.
combien coûtait l'hypothèque de leur nouvelle maison dans le 16e, comment le congé de maternité de Chloé n'était pas payé et mettait leur budget à rude épreuve. J'ai commencé à envoyer des chèques. Pas de grosses sommes, je ne pouvais pas me permettre de grosses sommes, mais tout ce que je pouvais épargner de mon budget déjà serré. 50 € par-ci, 100 par-là. De l'argent qui aurait dû aller à mon propre fonds de retraite ou à des réparations nécessaires à la maison est allé plutôt aider à soutenir un style de vie que je ne pourrais jamais espérer atteindre moi-même. « Tu n'es pas obligée de faire ça, maman », disait Thomas quand les chèques arrivaient. Mais il les encaissait toujours. Chloé ne m'a jamais remercié directement pour l'argent. Au lieu de cela, elle publiait des photos sur les réseaux sociaux d'achats coûteux. Vêtements de bébé de créateurs, aliments biologiques, séances de photos professionnelles, sans jamais reconnaître d'où provenaient les fonds supplémentaires. Pour ses amis et sa famille, il devait sembler qu'elle et Thomas gérèrent leur style de vie haut de gamme entièrement par leur propre mérite. La deuxième petite fille, Camille, est arrivée 2 ans plus tard. Cette fois, je n'ai même pas été prévenue quand Chloé a commencé le travail. J'ai appris la naissance de ma petite fille par une publication sur Facebook, avec des photos professionnelles qui avaient été prises à l'hôpital quelques heures après l'accouchement. Quand j'ai appelé pour les féliciter, Thomas a semblé surpris de m'entendre. « Oh maman, désolée, tout s'est passé si vite, et Chloé était si fatiguée après. On voulait t'appeler, mais ils avaient trouvé le temps de prévenir tout le monde, d'organiser une séance de photos professionnelles, de publier des mises à jour sur les réseaux sociaux qui ont atteint des centaines de personnes avant d'atteindre la seule grand-mère vivante du bébé. C'est là que j'ai commencé à comprendre que mon exclusion n'était pas accidentelle. Elle était délibérée, systématique, soigneusement orchestrée pour me tenir à distance tout en maintenant l'apparence de relations familiales normales. Les enfants ont grandi, et je suis restée une figure périphérique dans leur vie. J'étais invitée aux fêtes d'anniversaire, mais assise à des tables avec d'autres parents éloignés. J'étais incluse dans les réunions de vacances, mais on me confiait des tâches comme apporter des assiettes sans carton ou nettoyer après, tandis qu'on demandait à la mère de Chloé d'apporter du vin et des fleurs. Mes cadeaux étaient toujours pratiques. Des vêtements dont les enfants avaient besoin, des jouets éducatifs, des livrets d'épargne pour leurs études. Les parents de Chloé offraient des cadeaux somptueux, qui ravissaient les enfants et impressionnaient les autres adultes. Des hélicoptères télécommandés, des maisons de poupées de créateurs, des voyages à Disneyland que je ne pourrais jamais me permettre d'égaler. J'ai commencé à me sentir comme si je participais à un concours que je ne pouvais pas gagner, essayant de prouver mon amour par des gestes qui seraient toujours en deçà de ce que des parents plus riches pouvaient fournir. Le pire n'était pas l'exclusion elle-même, c'était de voir mon fils y participer. Le garçon qui m'avait autrefois défendu contre quiconque osait critiquer sa mère célibataire se taisait maintenant pendant que la famille de sa femme me traitait comme une obligation malvenue. Lors d'un dîner de Noël chez les parents de Chloé, son frère Antoine a fait une blague sur les cas sociaux en me regardant directement. Toute la table a ri, sauf moi et la petite Camille, qui était trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Thomas était assis là, a tout vu, et n'a rien dit. Après le dîner, je l'ai coincé dans le couloir. « Thomas, tu as entendu ce qu'Antoine a dit ?» Mon fils avait l'air mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre comme il le faisait quand il était petit et qu'il avait été pris en flagrant délit de mensonge. « Maman, il plaisantait. C'est tout. Tu sais comment est Antoine. »« Je sais exactement comment est Antoine, » ai-je dit. La question est, sais-tu comment est ta mère? Te souviens-tu que je t'ai élevée? Que j'ai eu 3 emplois pour te donner ce dont tu avais besoin? Que j'ai tout sacrifié? Le visage de Thomas s'est légèrement durci, prenant une expression que je ne reconnaissais pas. Maman, tu ne peux pas continuer à me jeter ça à la figure éternellement. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait, mais c'était ton choix. Je ne t'ai pas demandé de sacrifier quoi que ce soit. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Ton choix. Comme s'il aimait, prendre soin de lui, faire passer ses besoins en premier, avait été une sorte de décision facultative que j'avais prise pour mon propre bénéfice, plutôt qu'une expression de l'amour le plus profond qu'un parent puisse ressentir. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, et j'ai pleuré jusqu'à en avoir mal aux côtes. Pas seulement pour les mots cruels, mais pour la prise de conscience que le fils que j'avais élevé disparaissait,
remplacée par quelqu'un qui voyait mes sacrifices comme des fardeaux, plutôt que comme des cadeaux. Mais j'ai continué à essayer. J'ai continué à être présente, à envoyer de l'argent que je ne pouvais pas me permettre, à ravaler la peine et la déception parce que je croyais que la famille était tout. Je croyais que l'amour était censé être inconditionnel, qu'être mère signifiait accepter les miettes d'affection que vos enfants étaient tout prêts à offrir. Je me trompais sur tant de choses. Les demandes financières ont augmenté au fil des ans. Thomas et Chloé ont déménagé dans une maison plus grande, puis ont acheté une résidence secondaire en Normandie. Chloé a quitté son emploi pour se consacrer à être mère à plein temps, ce qui était admirable mais coûteux. École privée, cours de musique, ligue de football, camp d'été, les activités des enfants coûtaient plus que mon revenu mensuel. Et d'une manière ou d'une autre, on s'attendait à ce que je contribue. On ne me le demandait pas directement. Chloé était trop sophistiquée pour des demandes aussi grossières. Au lieu de cela, il y avait des mentions désinvoltes de stress financier, des commentaires pointus sur le coût de tout, des suggestions que je pourrais peut-être aider avec des coûts spécifiques. J'ai pris une deuxième hypothèque sur mon petit appartement pour payer les frais de scolarité de l'école maternelle privée de Léo. J'ai annulé temporairement mon assurance santé pour couvrir les leçons de violon de Camille. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant des semaines pour envoyer de l'argent pour le cadeau de mariage de la sœur de Chloé, car apparemment il devait être assez généreux pour bien paraître aux yeux de toute la famille. Mon épargne retraite a fondu jusqu'à presque rien. Le petit appartement que j'avais travaillé si dur pour acheter entièrement était maintenant grevé de dettes que je n'étais pas sûre de pouvoir rembourser. Mais chaque fois que j'envisageais de dire non, je pensais à mes petits-enfants qui grandiraient en pensant que leur grand-mère ne se souciait pas assez pour aider. La manipulation émotionnelle était subtile, mais constante. Quand je ne pouvais pas me permettre de contribuer à une dépense ou une autre, Chloé soupirait et disait des choses comme « Je suppose qu'il faudra dire aux enfants que mamie ne peut pas aider avec ça », comme si mes limitations financières étaient un échec personnel plutôt que le résultat naturel d'une vie passée dans des emplois de service. Thomas a commencé à faire écho aux attitudes de Chloé, bien que je ne pense pas qu'il s'en soit rendu compte. Il a commencé à faire des commentaires sur mon apparence, ma maison, mon style de vie qui ressemblait à des observations mais se sentait comme des critiques. « Maman, tu devrais vraiment mettre à jour ta garde-robe. Chloé connaît de super endroits pour faire du shopping. Ce quartier devient un peu malfamé, non? Tu devrais peut-être penser à déménager dans un endroit plus sûr. Plus sûr signifiait plus cher. De meilleurs vêtements signifiaient des marques de créateurs. Tout ce qu'ils suggéraient nécessitait de l'argent que je n'avais pas. Mais si je ne suivais pas leurs conseils, c'était traité comme une preuve d'entêtement, plutôt que de réalité financière. J'ai commencé à travailler des heures supplémentaires pour me permettre les améliorations qu'ils suggéraient. Mon arthrite s'est aggravée à cause du travail de nettoyage supplémentaire. Ma tension artérielle a grimpé à cause du stress et de l'épuisement, mais j'ai persévéré parce que je pensais que cela m'aiderait à mieux m'intégrer dans leur monde. Ça n'a jamais été le cas. Peu importe ce que je portais ou comment je coiffais mes cheveux ou quel sujet de conversation j'essayais de maîtriser, je restais fondamentalement différente de la famille et des amis de Chloé. J'étais la femme qui nettoyait les bureaux au lieu de les posséder, qui s'inquiétait des factures d'électricité au lieu des portefeuilles d'investissement, qui faisait ses courses dans des magasins de déstockage au lieu de boutiques. La troisième petite fille, Léa, est née quand j'avais 65 ans et enfin droit à la retraite. À ce moment-là, le schéma était bien établi. J'ai appris sa naissance par les réseaux sociaux, j'ai été invitée à la rencontrer à leur convenance, et on s'attendait à ce que je contribue financièrement malgré un revenu encore plus faible qu'auparavant. Mais Léa était différente de ses frères et sœurs d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'était le moment, peut-être sa personnalité, mais elle semblait me voir différemment des autres. Elle tendait les bras vers moi quand je la tenais, souriait au son de ma voix, semblait vraiment heureuse de me voir lors de mes brèves visites supervisées. En grandissant, Léa est devenue mon lien vital avec la famille. C'est elle qui me serrait dans ses bras quand j'arrivais et qui pleurait quand je partais. Elle posait des questions sur ma maison, voulait connaître mon enfance, écoutait avec un intérêt sincère quand je lui racontais des histoires sur l'éducation de son père. « Papa était vraiment pauvre quand il était petit ?» a-t-elle demandé une fois, ses yeux de 7 ans grands ouverts de curiosité. « On n'avait pas beaucoup d'argent, ai-je corrigé doucement. Mais on était riche en amour. »
Elle semblait comprendre cette distinction d'une manière que ses parents avaient oubliée. Mais même Léa ne pouvait pas me protéger de la froideur croissante qui caractérisait la plupart de mes interactions avec Thomas et Chloé. Les invitations d'anniversaire arrivaient de plus en plus tard, les visites de Noël devenaient plus courtes et plus formelles, et mes tentatives de conversation étaient accueillies par des réponses polies, mais distantes. J'avais l'impression de disparaître lentement de leur vie, de devenir de moins en moins pertinente et de plus en plus un fardeau à chaque mois qui passait. La femme qui avait été autrefois le centre du monde de Thomas n'était maintenant qu'une note de bas de page dans son histoire. Voilà le contexte dont vous avez besoin pour comprendre ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire de Chloé. C'est la base de la douleur, de la déception et de l'exclusion systématique qui ont rendu la blague cruelle d'Antoine et les applaudissements de Thomas si dévastateurs. J'avais enduré de plus petites humiliations pendant des années, une mort à petit feu, chacune individuellement supportable mais collectivement mortelle. J'avais financé ma propre marginalisation, payant pour le privilège d'être traité comme un membre de la famille de seconde zone. Le soir de la fête, je me tenais dans ce magnifique hôtel particulier, entouré de gens prospères qui me voyaient au mieux comme une curiosité et au pire comme une source d'embarras, regardant mon fils rire d'une blague faite à mes dépens, et j'ai finalement compris que tous mes sacrifices n'avaient servi à rien. Le garçon que j'avais élevé pour être reconnaissant et gentil était devenu un homme qui applaudirait quelqu'un pour avoir humilié publiquement sa mère. La famille que je m'étais ruinée à essayer de soutenir me voyait comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. L'amour que j'avais déversé inconditionnellement pendant des décennies m'était retourné avec mépris et moquerie. Mais comprendre et accepter sont deux choses différentes. Il faudrait encore des mois de petites trahisons et de révélations cruelles avant que je ne trouve la force de cesser de participer à ma propre destruction. Commencez-vous à voir le schéma? Pouvez-vous reconnaître la lente érosion de la dignité qui se produit lorsque vous aimez les gens plus qu'ils ne vous aiment en retour? Les semaines qui ont suivi la fête d'anniversaire de Chloé ont été parmi les plus sombres de ma vie. Je n'arrêtais pas de rejouer ce moment dans ma tête. Le son des applaudissements de Thomas, le rire des étrangers, le sentiment d'être complètement seule, alors que j'étais entourée de gens qui auraient dû me protéger. J'ai commencé à éviter les miroirs parce que je ne supportais pas de voir la femme que j'étais devenue. Courbée par des années de travail physique, les cheveux gris et usés, vivant dans un appartement exigu rempli de meubles que je ne pouvais pas me permettre de remplacer. Quand étais-je devenue quelqu'un digne de moquerie? Quand ma vie était-elle devenue une chute pour le divertissement des gens riches? Les appels de Thomas ont presque complètement cessé après cette nuit. Les publications de Chloé sur les réseaux sociaux continuaient de montrer leur vie de famille parfaite, vacances coûteuses, événements d'école privée, dîners avec de belles personnes. Mais j'étais visiblement absente de tout cela. C'était comme si j'avais été effacée numériquement de leur histoire. J'ai essayé de les contacter, laissant des messages vocaux sans réponse, envoyant des textos qui recevaient des réponses d'un mot, s'ils étaient reconnus du tout. Plus j'essayais de renouer le contact, plus il devenait distant, comme si mon désir d'une connexion familiale de base était en quelque sorte inapproprié ou exigeant. Madame Teixeira, qui vivait dans l'appartement à côté du mien, a remarqué que j'avais cessé de sortir, sauf pour le travail et les courses. C'était une femme gentille, une veuve de mon âge qui comprenait la solitude particulière qui accompagne le fait de survivre à son utilité pour les gens qui avaient autrefois besoin de vous. « Ma petite », m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous allions chercher notre courrier en même temps. « Tu as l'air si triste ces derniers temps. Tout va bien avec ta famille ?» J'ai failli mentir, failli lui donner la même déviation joyeuse que j'avais donnée à tous ceux qui me le demandaient. Mais quelque chose dans ses doux yeux bruns a brisé mes défenses, et toute l'histoire a jailli. Les années d'exploitation financière, l'exclusion systématique, l'humiliation publique, le silence assourdissant de mon fils. Madame Teixeira a écouté sans jugement, secouant parfois la tête ou faisant de petits bruits de sympathie. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. « Tu sais ce que je pense ?» a-t-elle finalement dit. « Je pense que tu as tellement essayé d'acheter leur amour que tu as oublié que tu le mérites déjà gratuitement. » Ces paroles m'ont accompagnée pendant des jours. Avais-je essayé d'acheter une affection qui aurait dû être donnée librement? Avais-je confondu l'amour avec une transaction,
pensant que si je donnais juste assez d'argent, faisais assez de sacrifices, absorbais assez de douleur, je gagnerais d'une manière ou d'une autre le respect et l'inclusion que je désirais tant. Mais il est facile de dire que vous méritez un meilleur traitement et beaucoup plus difficile d'y croire réellement, surtout quand les personnes qui vous traitent mal sont votre propre famille. Une partie de moi continuait à trouver des excuses au comportement de Thomas, à trouver des moyens de me blâmer pour la distance croissante entre nous. Peut-être avais-je été trop dépendante de lui, peut-être que j'attendais trop. Peut-être que mon milieu ouvrier était vraiment quelque chose dont il fallait avoir honte dans son nouveau cercle social. Peut-être devrais-je être reconnaissante pour les miettes d'attention qu'il était prêt à me donner. Ces pensées tournaient dans mon esprit comme des vautours, picorant ce qui restait de mon estime de moi. J'avais passé tant d'années à définir ma valeur à travers ma relation avec mon fils que je ne savais pas comment m'estimer indépendamment de son opinion. C'est alors que j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais été trop désespérée pour voir auparavant. Comment Chloé parlait de moi quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre, se référant à moi comme la mère de Thomas plutôt que d'utiliser mon nom, comme si j'étais un problème à gérer plutôt qu'une personne à aimer. Comment Thomas avait commencé à adopter les schémas de parole et les attitudes de sa famille, utilisant des mots et des phrases que je n'avais jamais entendus de lui auparavant. Comment les cadeaux coûteux que je m'étais ruinée pour offrir à leurs enfants étaient rapidement oubliés ou remplacés, tandis que les cadeaux des parents de Chloé étaient chéris et exposés en évidence. Comment les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, reprenaient quand je partais. Comment mes histoires sur l'enfance de Thomas étaient accueillies par un silence embarrassé, comme si ses origines modestes étaient des secrets à garder plutôt qu'une histoire à honorer. J'ai commencé à comprendre que je n'étais pas seulement exclue de leur cercle social. J'en étais activement cachée. J'étais le secret de famille, le rappel de leurs origines qui ne correspondaient pas à leur image soigneusement entretenue de succès et de sophistication. La prise de conscience a été dévastatrice. Mon fils ne se contentait pas de laisser la famille de sa femme me traiter mal. Il participait à la tromperie selon laquelle je n'existais pas, ou du moins que je n'avais pas d'importance. Mais comprendre la vérité et trouver le courage d'agir sont deux choses très différentes. J'étais piégée par mon propre amour, paralysée par la peur que si je cessais d'accepter leur mauvais traitement, je les perdrais complètement. Et si Thomas décidait que j'étais trop de problèmes et me coupait entièrement de sa vie? Et si je ne revoyais plus jamais mes petits-enfants? Et si cette relation inadéquate valait mieux qu'aucune relation du tout? Ces peurs m'ont fait continuer à envoyer de l'argent que je ne pouvais pas me permettre, à accepter des invitations à des événements où j'étais traitée comme une étrangère malvenue, et à ravaler une douleur qui empoisonnait lentement mon esprit. Mais la vie a une façon de forcer les décisions que vous n'êtes pas prêt à prendre. 3 mois après la fête d'anniversaire de Chloé, j'ai eu ce que le médecin des urgences a appelé un événement cardiaque mineur. Pas tout à fait une crise cardiaque, mais assez proche pour me faire peur et affronter ma propre mortalité. J'étais au travail, en train de nettoyer les bureaux de la direction d'un cabinet d'avocats du centre-ville, quand les douleurs thoraciques ont commencé. Des douleurs aiguës, à couper le souffle, qui m'ont fait tomber à genoux devant une table de conférence en acajou qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. L'agent de sécurité m'a trouvée là 20 minutes plus tard, consciente mais incapable de me relever. Le trajet en ambulance était un flou de sirènes et de masques à oxygène, les ambulanciers posant des questions auxquelles je pouvais à peine répondre parce que parler demandait plus d'énergie que je n'en avais. À l'hôpital, ils ont fait des tests et m'ont branché à des machines qui bipaient avec une urgence électronique. La cardiologue, une jeune femme de l'âge de Chloé, a expliqué que le stress et l'épuisement avaient poussé mon corps à son point de rupture. Ma tension artérielle était dangereusement élevée, mon rythme cardiaque irrégulier, ma chimie corporelle déréglée par des mois de mauvaise alimentation et de sommeil insuffisant. « Avez-vous de la famille que nous pouvons appeler ?» a demandé l'infirmière, son porte-bloc à la main. Je leur ai donné le numéro de Thomas, puis je me suis allongée dans ce lit d'hôpital étroit et j'ai attendu. Sûrement que cela le ferait accourir. Sûrement que le fait que sa mère ait un problème cardiaque briserait l'embarras social ou la pression conjugale qui le tenait à l'écart. Sûrement qu'il se souviendrait qu'il m'aimait, que j'avais de l'importance, que me perdre laisserait un vide dans sa vie. Il n'est pas venu.
Chloé a appelé l'hôpital à la place, parlant à mon infirmière sur le ton vif et efficace qu'elle utilisait pour gérer les nécessités désagréables. Elle a expliqué qu'ils étaient hors de la ville pour une conférence d'affaires, qu'ils ne pouvaient absolument pas revenir immédiatement, mais qu'ils prendraient de mes nouvelles dès que ce serait pratique. Une conférence d'affaires. Pendant que sa mère était à l'unité de cardiologie de l'hôpital américain de Paris, mon fils assistait à une conférence d'affaires qui était apparemment trop importante pour être quittée. J'ai passé 3 jours dans ce lit d'hôpital, regardant d'autres patients recevoir des visites de membres de leur famille inquiets pendant que je fixais un téléphone qui ne sonnait jamais. Les fleurs, les ballons et les conversations anxieuses qui remplissaient les autres chambres ne se sont jamais matérialisées dans la mienne. Même le personnel de l'hôpital a commencé à me regarder avec la pitié particulière réservée aux personnes qui ont été oubliées par ceux qui devraient le plus se soucier d'elles. Madame Teixeira a été la seule personne à venir me voir. Elle a apporté de la soupe maison dans un thermos et s'est assise à côté de mon lit pendant 2 heures, parlant de ses propres enfants et petits-enfants, évitant soigneusement la question évidente de savoir où était ma famille. Quand j'ai finalement été sortie de l'hôpital, j'ai pris un taxi pour rentrer dans un appartement vide. Pas d'appel de suivi de Thomas, pas de fleurs, pas de message pour savoir comment je me sentais. C'était comme si mon urgence médicale n'avait jamais eu lieu. C'est là que j'ai trouvé les reçus. En organisant mes papiers financiers pour calculer mes frais médicaux, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Cachés dans un dossier de vieux relevés bancaires, se trouvaient des copies de virements que j'avais faits sur le compte de Thomas et Chloé au fil des ans. De l'argent que j'avais envoyé pour des urgences, des contributions au fonds d'études des enfants, de l'aide pour diverses dépenses qu'ils avaient prétendu être des difficultés temporaires. Les dates racontaient une histoire que je n'avais pas remarquée auparavant. La dépense d'urgence pour les frais médicaux de Léo avait été déposée la même semaine où Chloé avait posté des photos d'un week-end de luxe dans la Napa Valley. L'argent que j'avais envoyé pour aider avec leur hypothèque avait coïncidé avec l'achat d'une nouvelle BMW. La contribution que j'avais faite pour les leçons de musique de Camille avait été faite alors qu'ils rénovaient leur cuisine avec des comptoirs en granit et des appareils haut de gamme. Ils m'avaient menti. Systématiquement, délibérément menti sur leurs besoins financiers tout en utilisant mon argent pour financer un style de vie qui était déjà bien au-delà de ce qu'ils pouvaient se permettre avec leurs propres revenus. Je me suis assise à ma petite table de cuisine avec ces reçus étalés devant moi, calculant le montant total que je leur avais donné au fil des ans. Le chiffre était stupéfiant. Plus de 60 000 € d'une femme qui n'avait jamais gagné plus de 25 000 € en une seule année. 60 000 € qui provenaient de deuxièmes hypothèques et de repas sautés, de quarts de travail supplémentaires, alors que mon corps criait de protestation, de choix entre mes médicaments et leurs désirs. 60 000 € qu'ils avaient pris tout en me traitant comme une source d'embarras à cacher et à gérer. Ce soir-là, j'ai appelé Thomas pour la première fois depuis mon séjour à l'hôpital. Quand il a finalement répondu, sa voix portait ce ton familier d'irritation à peine dissimulée. « Maman, comment te sens-tu? »« Désolée, on n'a pas pu venir à l'hôpital, mais tu sais comment le travail est fou. »« Je sais pour l'argent, » dis-je doucement. Il y eut une pause qui s'éternisa, remplie du genre de silence qui confirme la culpabilité mieux que n'importe quelle confession. « Quel argent ?» demanda-t-il, mais sa voix avait changé, devenue méfiante et défensive. « Tout, Thomas. Chaque virement, chaque urgence, chaque fois que tu m'as dit que tu avais besoin d'aide. Je sais quand tu as reçu l'argent, et je sais à quoi tu l'as réellement dépensé. » Une autre pause. Puis la voix de Chloé en arrière-plan, vive et urgente, bien que je n'ai pas pu distinguer les mots. « Maman, je ne sais pas ce que tu penses avoir découvert, mais j'ai découvert que mon fils me ment depuis des années, ai-je interrompu. J'ai découvert que vous avez pris de l'argent à une femme qui ne peut pas se permettre de le donner tout en la traitant comme si elle ne méritait pas le respect ou l'honnêteté de base. Ce n'est pas juste, dit Thomas, sa voix s'élevant. On ne t'a jamais forcé à nous donner quoi que ce soit. On ne t'a jamais mis un pistolet sur la tempe. Tu as raison, dis-je, surprise par le calme de ma voix. Vous ne m'avez jamais forcé. Vous m'avez juste manipulé. Vous m'avez laissé penser que vous aviez besoin d'aide pendant que vous dépensiez mes sacrifices en luxe. Vous m'avez laissé me ruiner en essayant de prouver que je vous aimais. Maman, tu es dramatique.
On a toujours apprécié? Non, dis-je, et le mot est sorti plus fort que je ne l'attendais. Non, Thomas. L'appréciation ne ressemble pas à applaudir quand quelqu'un traite ta mère de femme de ménage. L'appréciation ne ressemble pas à éviter l'hôpital quand elle a un problème cardiaque. L'appréciation ne ressemble pas à mentir sur des urgences pour prendre son argent. L'appel s'est terminé avec lui me raccrochant au nez. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon fils a raccroché le téléphone plutôt que de poursuivre une conversation avec sa mère. Je suis restée assise là, dans mon appartement silencieux, tenant toujours le combiné, et j'ai senti quelque chose changer à l'intérieur de ma poitrine. Pas une autre palpitation cardiaque, autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit la vérité sur ce qui m'arrivait. J'avais nommé le comportement que j'avais permis, les mensonges que j'avais acceptés, la relation que j'avais financée au détriment de mon propre bien-être. C'était terrifiant et libérateur à la fois. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je me suis regardée honnêtement dans le miroir de la salle de bain. Vraiment regardée, pas seulement les regards rapides en me brossant les dents ou en me coiffant. J'ai étudié le visage qui me regardait, ridé par des années d'inquiétude et d'épuisement, mais toujours reconnaissable comme le visage de la jeune femme qui avait élevé un fils seul et était fière de sa force. Quand avais-je cessé d'être fière de moi? Quand avais-je commencé à croire que ma valeur était déterminée par l'approbation des autres? Quand avais-je oublié que la femme dans le miroir avait accompli quelque chose d'extraordinaire, élevé un homme bien à partir de rien, tout sacrifié pour lui donner des opportunités qu'elle n'avait jamais eues? L'homme que Thomas était devenu pouvait ne pas apprécier ses sacrifices, mais cela ne les rendait pas moins précieux. Son incapacité à honorer ce que je lui avais donné était le reflet de son caractère, pas du mien. Je me suis préparé un petit déjeuner, un vrai petit déjeuner, pas les flocons d'avoine instantanés que je prenais habituellement en allant au travail, et je l'ai mangé lentement en faisant une liste. Pas une liste de courses ou un calcul de budget, mais une liste de vérités que je devais me rappeler. Je ne suis pas responsable des choix financiers des autres adultes. Je n'ai pas à mériter l'amour par l'argent ou le sacrifice. Le respect n'est pas facultatif dans les relations saines. J'ai le droit d'être traité avec dignité par ma propre famille. Ma valeur n'est pas déterminée par l'opinion que les autres ont de moi. Des déclarations simples, mais révolutionnaires pour quelqu'un qui avait passé des années à croire le contraire. Cet après-midi-là, j'ai appelé ma banque et j'ai fermé le compte joint que j'avais ouvert des années auparavant pour faciliter les transferts d'argent à Thomas et Chloé. Le compte auquel ils avaient accès pour les urgences, qui ne semblaient jamais être de vraies urgences. Le banquier, un homme d'âge mûr, aux yeux bienveillants, m'a demandé si j'étais sûre de vouloir fermer le compte. Parfois, ces arrangements financiers familiaux peuvent être compliqués, a-t-il dit diplomatiquement. J'en suis sûre, ai-je répondu. Très sûre. En rentrant de la banque, je me sentais plus légère d'une manière ou d'une autre. Comme si j'avais porté des poids invisibles que j'avais enfin déposés. Les rues de Paris semblaient différentes aussi, moins dures, plus vivantes de possibilités. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Le nom de Thomas sur l'écran. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, non pas parce que je l'évitais, mais parce que je devais me préparer à ce qui serait sans aucun doute une conversation difficile. Son message était exactement ce que j'attendais. Un mélange de colère et de manipulation, de sentiments blessés et de chantage affectif. « Maman, je n'arrive pas à croire que tu as fermé notre compte sans même nous en parler. » Chloé est vraiment contrariée. Les enfants demandent pourquoi mamie est méchante avec papa. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça à notre famille. Faire ça à notre famille, comme si me protéger d'une exploitation financière supplémentaire était une attaque contre eux plutôt qu'un acte nécessaire d'autopréservation. Je ne l'ai pas rappelé ce soir-là. Au lieu de cela, j'ai pris un bain chaud, quelque chose que je m'accordais rarement le temps de faire, et je me suis prélassée dans une eau exactement aussi chaude que je le voulais. Personne à considérer, personne à accommoder, personne dont les besoins devaient passer avant mon propre confort de base. La semaine suivante a apporté une avalanche de contacts de la part de Thomas et Chloé. Des appels téléphoniques, des textos, même un email de Chloé avec pour objet « urgence familiale ».
Mais j'avais appris à reconnaître leur définition de l'urgence et je n'étais plus intéressée à participer à leur crise. Madame Teixeira m'a invitée à prendre un café un après-midi et je me suis retrouvée à lui parler du compte bancaire fermé, des reçus découverts, du sentiment croissant que j'avais vécu selon les attentes de quelqu'un d'autre au lieu de ma propre vie. « Bravo, ma petite », a-t-elle dit en remuant le sucre dans son café au lait. Ma propre fille a essayé de me faire un coup similaire il y a quelques années. Il m'a fallu trop de temps pour apprendre que permettre à quelqu'un d'agir mal n'est pas la même chose que de l'aimer. Mais s'il me coupe complètement les ponts, ai-je demandé. Et si je ne revoyais plus jamais mes petits-enfants? Madame Teixeira est restée silencieuse un moment, réfléchissant attentivement à sa réponse. Et si tu continues à les laisser te traiter mal, et que tu apprends à ces petits-enfants que l'amour consiste à accepter le manque de respect, quelle sorte de leçon est-ce là? Sa question m'a hantée pendant des jours. Qu'est-ce que j'enseignais à mes petits-enfants sur les relations, sur la valeur, sur la façon dont les membres d'une famille devraient se traiter les uns les autres? Étais-je en train de leur montrer que l'amour exigeait un sacrifice financier, que l'affection devait être achetée, que les membres plus âgés de la famille existaient pour servir plutôt que pour être honorés? 2 semaines après avoir fermé le compte bancaire, Léa m'a appelée. Pas ses parents. Léa, 7 ans, utilisant le téléphone de Chloé quand sa mère ne regardait pas. Mamie? Sa petite voix était prudente, incertaine. « Bonjour, ma chérie. Ta voix m'a manqué. Maman dit que tu es fâchée contre nous, a-t-elle dit. Tu es fâchée contre moi aussi? » L'innocence de sa question m'a brisé le cœur. Cet enfant, le seul membre de la famille qui avait toujours été sincèrement heureux de me voir, s'inquiétait maintenant d'avoir fait quelque chose de mal. « Oh, ma chérie, non. Je ne suis pas du tout fâchée contre toi. Je t'aime très fort. Alors pourquoi tu ne viens plus nous voir? Comment expliquer le dysfonctionnement des adultes à une enfant de 7 ans? Comment dire à un enfant que ses parents ont maltraité sa grand-mère sans la faire se sentir responsable de la situation? Parfois, les adultes doivent régler des problèmes, ai-je dit prudemment. Mais ces problèmes n'ont rien à voir avec l'amour que je te porte. Je t'ai fait un dessin, a-t-elle dit. C'est toi et moi au parc, en train de nourrir les canards. Tu te souviens quand on a fait ça? Je me souvenais. L'une des rares fois où Chloé m'avait permis d'emmener Léa quelque part seule. Un bel après-midi d'automne où nous avions marché le long des quais de Seine et parlé de tout et de rien. Léa avait été fascinée par les canards, ravie de leur enthousiasme pour le pain que nous avions apporté. Je me souviens, dis-je, les larmes menaçant de déborder. C'était l'un des meilleurs jours que j'ai passés depuis longtemps. Je veux retourner nourrir les canards, a-t-elle dit. On peut faire ça bientôt? Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de Chloé en arrière-plan, vive et en colère. La ligne a été coupée. Cet appel a cristallisé quelque chose pour moi. Quoi qu'il arrive entre Thomas et moi, quelles que soient les conséquences de ma prise de position, je ne pouvais pas laisser ma relation avec mes petits-enfants devenir un dommage collatéral. Ils méritaient de connaître leur grand-mère, et je méritais de les connaître, indépendamment du dysfonctionnement qui existait entre leurs parents et moi. Mais je ne pouvais pas non plus leur permettre d'être témoins d'un manque de respect continu à mon égard. Les enfants apprennent ce qu'ils voient, absorbent les schémas relationnels qu'ils observent. Si je continuais à accepter un mauvais traitement, je leur enseignerais qu'un tel traitement était normal et acceptable. C'était un équilibre impossible à trouver, et je n'avais pas de réponse claire. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose de fondamental devait changer, même si je ne pouvais pas prédire ou contrôler toutes les conséquences. La percée est venue, de manière inattendue, par l'intermédiaire d'une vieille amie, Madame Dubois. Vous vous souvenez d'elle? La voisine qui avait gardé Thomas quand il était petit, qui avait été l'une des rares présences stables pendant ses premières années difficiles de maternité célibataire. Elle avait maintenant 84 ans et vivait avec la famille de sa fille dans le 13e arrondissement, mais elle se souvenait encore de moi avec affection. Sa fille a appelé un après-midi pour dire que Madame Dubois avait demandé de mes nouvelles, se demandant si je pouvais lui rendre visite. J'ai pris le métro le samedi suivant, emportant une boîte de macarons que Madame Dubois avait toujours aimée. Sa fille m'a accueillie à la porte d'un appartement coquet qui sentait l'encens et la badiane.
les odeurs réconfortantes d'une culture qui honore ses aînés plutôt que de les cacher. Le visage de Madame Dubois s'est illuminé quand elle m'a vue. L'âge avait courbé sa petite silhouette et lui avait volé une partie de son français, mais son sourire était exactement tel que je m'en souvenais. « Martine » a-t-elle dit, attrapant mes mains avec des doigts qui étaient encore étonnamment forts. « Tu as l'air fatiguée. Assieds-toi, assieds-toi. Parle-moi de Thomas. » Sa fille a apporté du thé et nous a laissés seuls dans le salon, entourés de photos de plusieurs générations réunies. Enfants, parents et grands-parents occupant le même cadre avec une fierté et une affection évidente. Je me suis retrouvée à tout raconter à Madame Dubois. Les années d'exploitation financière, l'exclusion sociale, le séjour à l'hôpital sans soutien familial, la découverte récente de mensonges et de manipulations. Elle a écouté avec la patience de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour comprendre que les relations familiales pouvaient être compliquées et douloureuses. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment, sirotant son thé et étudiant mon visage. « Tu sais ce que je pense ?» a-t-elle finalement dit, son accent prononcé mais son sens clair. « Je pense que tu as oublié qui tu es. Tu es une femme forte. Tu as élevé un bon garçon seul. Tu as travaillé si dur, sacrifié tant de choses. Mais maintenant tu laisses ce garçon et sa femme te faire sentir petite. » Elle s'est penchée en avant, me fixant avec des yeux qui étaient encore vifs malgré leur âge. « Dans ma culture, nous honorons nos aînés. Nous ne leur demandons pas de payer pour notre amour. Nous ne les cachons pas à nos amis. Nous ne les faisons pas se sentir honteux de ce qu'ils nous ont donné. » Elle a secoué la tête tristement. « Ton fils a oublié comment honorer sa mère. » « Mais que dois-je faire ?» ai-je demandé. « Comment puis-je arranger ça sans les perdre complètement ?» Madame Dubois a souri, le genre de sourire qui contenait des décennies de sagesse acquise par l'expérience. « Tu ne les arranges pas, eux, a-t-elle dit. Tu t'arranges, toi. Tu te souviens de qui tu es. Tu arrêtes d'être petite pour des gens qui devraient te faire sentir grande. Tu arrêtes de payer pour un amour qui devrait être gratuit. » Elle a tendu la main et m'a tapoté la main avec la même fermeté douce qu'elle avait utilisée en me donnant des instructions sur la garde d'enfants 30 ans plus tôt. « Aime-toi d'abord, a-t-elle dit. Montre-leur comment tu mérites d'être traité en te traitant de cette façon. Certaines personnes, elles apprennent. D'autres, non. Mais tu dois quand même t'aimer. » J'ai pris le métro pour rentrer chez moi, les mots de Madame Dubois résonnant dans mon esprit. « Aime-toi d'abord. » Un conseil si simple, mais révolutionnaire pour quelqu'un qui avait passé des décennies à faire passer les besoins de tout le monde avant les siens. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis que Thomas était petit. Je me suis préparé un vrai dîner. Pas seulement réchauffer un plat surgelé ou manger des céréales pour le souper, mais vraiment préparer de la nourriture avec soin et intention. Poulet aux herbes, légumes rôtis, riz pilaf, le genre de repas que je préparais quand j'avais quelqu'un pour qui cuisiner. J'ai mis la table avec de la vraie vaisselle au lieu de manger dans la casserole, allumé une bougie que j'avais gardée pour une occasion spéciale et mangé lentement en écoutant de la musique que j'appréciais. C'était presque révolutionnaire, cet acte simple de me traiter avec le même soin que j'avais toujours montré aux autres. Après le dîner, j'ai sorti des albums photos que je n'avais pas regardés depuis des années. Des photos de Thomas bébé, tout petit, écolier, la preuve de la vie que nous avions construite ensemble, de l'amour que nous avions partagé, du lien qui nous avait soutenus pendant les années difficiles. Mais j'ai aussi trouvé des photos de moi, la jeune femme qui avait été si fière de son indépendance, si déterminée à créer une bonne vie pour son fils. Quand avais-je cessé de voir cette force en moi? Quand avais-je commencé à croire que ma valeur dépendait de l'approbation des autres? En regardant ces vieilles photos, je pouvais voir clairement que la femme que j'avais été n'aurait jamais accepté le traitement que la femme que j'étais devenue tolérait. Elle aurait été horrifiée à l'idée de se ruiner pour acheter l'amour de gens qui auraient dû l'aimer gratuitement. J'ai passé le week-end dans une sorte de solitude productive, nettoyant mon appartement non pas parce que j'en avais honte, mais parce que je méritais de vivre dans un espace qui reflétait le soin que j'avais pour moi-même. J'ai trié mon placard et me suis débarrassée des vêtements usés ou qui ne m'allèrent pas bien, ne gardant que les choses qui me faisaient me sentir à l'aise et confiante. J'ai équilibré mon carnet de chèques honnêtement pour la première fois depuis des mois,
calculant exactement combien d'argent j'avais donné à Thomas et Chloé et combien de dettes j'avais contractées dans le processus. Les chiffres étaient dégrisants, mais ils étaient aussi éclairants. Je pouvais voir clairement maintenant comment ma situation financière s'était détériorée à mesure que ma situation émotionnelle s'était aggravée. Mais j'ai aussi réalisé que je n'étais pas sans ressources. J'avais ma retraite, une petite pension d'année d'emploi syndiqué, et si j'arrêtais d'envoyer de l'argent à des gens qui n'en avaient pas besoin, je pouvais en fait vivre assez confortablement avec ce que j'avais. Lundi matin, je me suis déclarée malade au travail. Non pas parce que j'étais physiquement malade, mais parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir et planifier. J'ai passé la journée à rechercher les services pour seniors à Paris, cherchant des ressources qui pourraient m'aider à naviguer dans cette transition difficile. J'ai trouvé un groupe de soutien pour les personnes âgées confrontées à l'abus financier familial. Apparemment, c'était assez courant pour avoir sa propre catégorie et son propre calendrier de réunion. J'ai trouvé des services d'aide juridique qui pourraient m'aider à comprendre mes droits. J'ai trouvé des services de conseil spécialement conçus pour les personnes dans ma situation. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais pleine d'espoir au lieu d'être impuissante. Le groupe de soutien se réunissait le mardi soir dans un centre communautaire du 20e arrondissement. J'ai failli ne pas y aller. L'idée de discuter de mes affaires familiales privées avec des étrangers me semblait écrasante. Mais les mots de Madame Dubois continuaient de résonner dans mon esprit. « Aime-toi d'abord ». Le groupe était plus petit que je ne l'attendais. Peut-être 8 personnes âgées de la cinquantaine à la 80aine. L'animatrice, une assistante sociale nommée Janet, avait à peu près mon âge avec des yeux bienveillants et une manière directe qui m'a immédiatement mise à l'aise. Quelqu'un aimerait-il partager ce qui l'a amené ici ce soir? A-t-elle demandé après que nous nous soyons tous présentés? Un homme âgé nommé Robert a parlé le premier. Son histoire était douloureusement familière. Des enfants adultes qui étaient revenus vivre à la maison pendant des difficultés financières et avaient progressivement pris le contrôle de sa maison, de ses finances, de son indépendance. Il contrôlait ses chèques de retraite, décidait de ce sur quoi il pouvait dépenser de l'argent, le faisait se sentir comme un fardeau dans sa propre maison. Une femme nommée Patricia a parlé d'une fille qui avait une procuration et qui vidait systématiquement le compte d'épargne de sa mère tout en ne lui fournissant que des soins minimaux en retour. Patricia avait découvert le vol par accident et se débattait avec le choix entre des poursuites judiciaires et la préservation de la famille. Chaque histoire résonnait avec ma propre expérience, différente dans les détails, mais similaire dans la trahison fondamentale de la confiance et l'exploitation de l'amour. Je n'étais pas seule dans cette expérience, je n'étais pas exceptionnellement sotte ou faible. Je faisais partie d'un schéma d'abus malheureusement courant qui se produisait lorsque les gens exploitaient l'amour inconditionnel des membres plus âgés de la famille. Quand ce fut mon tour de parler, je leur ai parlé de Thomas et Chloé, de l'argent que j'avais donné et du respect que je n'avais pas reçu en retour. Je leur ai parlé de l'humiliation de la fête d'anniversaire et des applaudissements de mon fils à mes dépens. Le plus difficile, ai-je dit, me surprenant par mon honnêteté, c'est que je l'ai élevé pour qu'il soit meilleur que ça. Je lui ai appris à être reconnaissant, gentil et respectueux. Je ne comprends pas comment il est devenu quelqu'un qui pouvait traiter sa mère de cette façon. Janet a hoché la tête avec compréhension. L'une des choses les plus difficiles avec l'abus financier familial, c'est que nous ne pouvons souvent pas réconcilier la personne qui nous fait du mal avec la personne que nous pensions connaître. Mais les gens peuvent changer, surtout lorsqu'ils sont influencés par d'autres ou lorsqu'ils commencent à donner la priorité au succès matériel plutôt qu'aux relations familiales. « Que dois-je faire » ai-je demandé. « Comment puis-je me protéger sans perdre mes petits-enfants » ? « Vous fixez des limites » a dit Janet. Des limites claires et cohérentes que vous faites respecter quelles que soient les réactions des autres. Vous cessez de permettre un comportement qui vous blesse. Vous servez de modèle de respect de soi à vos petits-enfants pour qu'ils apprennent à quoi ressemblent des relations saines. Cela semblait si simple quand elle le disait, mais je savais que la mise en œuvre serait tout sauf facile. Après la réunion, Robert m'a approché sur le parking. « Ma situation avec mes enfants s'est aggravée avant de s'améliorer », a-t-il dit. Mais elle s'est améliorée. Pas comme je l'espérais, mais mieux que lorsque je faisais semblant que tout allait bien. Il m'a tendu un bout de papier avec son numéro de téléphone. « Appelez-moi si vous avez besoin de parler à quelqu'un qui comprend. »
Parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles qui nous blessent le plus. Mais cela ne signifie pas que nous devons continuer à les laisser faire. Je suis rentrée chez moi ce soir-là en me sentant moins seule que je ne l'avais été depuis des mois. Il y avait d'autres personnes qui comprenaient, d'autres personnes qui avaient fait face à des choix similaires, d'autres personnes qui avaient trouvé des moyens de se protéger tout en gardant l'espoir d'une réconciliation. Mais je savais aussi que comprendre ma situation et la changer étaient deux choses très différentes. Le véritable test viendrait quand je devrais réellement faire respecter les limites que j'apprenais à fixer. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Jeudi après-midi, Chloé a appelé. Sa voix était différente de d'habitude, moins contrôlée, plus urgente. « Martine, il faut qu'on parle », a-t-elle dit sans préambule. « Tu peux venir ce soir ?»« Je ne suis pas disponible ce soir », ai-je dit, ce qui était techniquement vrai. J'avais prévu de lire un livre de la bibliothèque et de prendre un long bain, et ces projets étaient tout aussi valables que n'importe quelle obligation sociale. « C'est important », a insisté Chloé. « C'est à propos des enfants. L'ancienne moi aurait tout laissé tomber et se serait précipitée, terrifiée que quelque chose n'aille pas avec mes petits-enfants. Mais j'apprenais à reconnaître les tactiques de manipulation de Chloé, et utiliser les enfants comme levier émotionnel était l'une de ses favorites. Si quelque chose ne va pas avec les enfants, tu devrais appeler leur père, ai-je dit calmement. Si c'est à propos d'autre chose, on peut en parler au téléphone. Il y a eu une pause, et je pouvais presque entendre Chloé recalibrer son approche. Bien, a-t-elle dit, sa voix prenant le ton tranchant que j'avais appris à redouter. Thomas a perdu son travail hier. Son entreprise réduit ses effectifs, et ils ont supprimé tout son département. On a besoin d'aide pour le paiement de l'hypothèque ce mois-ci. Voilà. Une autre urgence, une autre crise qui nécessitait mon intervention financière. Il y a 6 mois, j'aurais fait un chèque avant la fin de la conversation, terrifiée de ce qui arriverait à la famille de mon fils si je n'intervenais pas immédiatement. Je suis désolée d'apprendre pour le travail de Thomas, ai-je dit, et j'étais sincèrement désolée. Malgré tout, je ne voulais pas que mon fils souffre de difficultés financières. Ça doit être très stressant pour vous deux. « Alors tu vas nous aider ?» a demandé Chloé, sa voix s'éclaircissant avec présomption. « Non, » ai-je dit doucement. « Je ne pourrai pas aider financièrement. » Le silence qui a suivi était si complet que j'ai cru que l'appel avait été déconnecté. « Comment ça, tu ne pourras pas aider ?» La voix de Chloé était vive d'incrédulité. « Martine, c'est sérieux. On pourrait perdre la maison. »« Je comprends que c'est sérieux, » ai-je dit, mon cœur battant mais ma voix stable. « Mais je ne suis pas en mesure d'aider avec votre paiement d'hypothèque. »« Depuis quand ?» a exigé Chloé. « Tu as toujours aidé avant. Tu nous as envoyé de l'argent il y a à peine 6 mois pour les frais de scolarité de Léo. C'était avant, ai-je dit. C'est maintenant. Ma situation financière a changé. C'était vrai, d'une certaine manière. Ma situation financière avait changé. J'avais cessé de permettre aux autres de la vider. « C'est ridicule, » a dit Chloé, sa voix s'élevant. « On est une famille. La famille aide la famille, surtout quand des enfants sont impliqués. » Tu as raison. La famille aide la famille, ai-je convenu. Mais l'aide va dans les deux sens. Ce n'est pas seulement une personne qui donne pendant que les autres prennent. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pris une profonde inspiration, sachant que ce que je dirais ensuite changerait tout entre nous. Ça veut dire que pendant des années, je vous ai donné de l'argent tout en recevant très peu de respect ou de considération en retour. Ça veut dire que j'ai financé un style de vie que je ne peux pas me permettre, tout en étant traité comme une source d'embarras pour votre famille. Ça veut dire que j'ai encouragé votre dépendance financière au lieu de votre indépendance. Un autre long silence. « Je n'arrive pas à croire ça », a finalement dit Chloé. « Ton fils perd son travail, la sécurité de tes petits-enfants est en jeu, et tu t'inquiètes du respect? » La sécurité de mes petits-enfants n'est pas ma responsabilité, ai-je dit. C'est la responsabilité de leurs parents. Toi et Thomas êtes des adultes avec des diplômes universitaires et des compétences professionnelles. Vous trouverez comment gérer cette crise sans mon argent. Martine, tu es incroyablement égoïste, a dit Chloé, sa voix froide de colère. Je n'aurais jamais attendu ça de toi. Et je n'aurais jamais attendu qu'on m'appelle une femme de ménage à ta fête d'anniversaire pendant que mon fils applaudissait, ai-je répondu. Mais nous en sommes là.
Chloé a raccroché sans dire au revoir. Je suis restée assise dans mon appartement silencieux, le téléphone toujours à la main, m'émerveillant de ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit non à une demande financière de ma famille. J'avais énoncé mes limites clairement et calmement, sans excuses ni justification détaillée. C'était terrifiant et stimulant à la fois. Moins d'une heure plus tard, Thomas a appelé. Sa voix était un mélange de blessure et de colère, le ton de quelqu'un qui ne pouvait pas croire qu'il n'obtenait pas ce qu'il avait toujours reçu auparavant. « Maman, Chloé m'a parlé de votre conversation. Je n'arrive pas à croire que tu ne veuilles pas nous aider. Je suis désolée pour ta perte d'emploi, Thomas, ai-je dit. Mais je ne fournirai pas d'aide financière. Pourquoi pas ? A-t-il demandé, et pendant un instant, il a semblé être le petit garçon confus qu'il était quand il ne comprenait pas pourquoi quelque chose n'était pas juste. Parce que je vous ai donné plus de 60 000 € au cours des 5 dernières années, et en retour, j'ai été exclu, manqué de respect et humilié. Parce que tu as applaudi quand quelqu'un a traité ta mère de femme de ménage. Parce que tu n'es pas venu me voir quand j'étais à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Ce n'est pas juste, a protesté Thomas. Tu ne peux pas utiliser ces choses pour nous punir maintenant. Je ne punis personne, ai-je dit. Je me protège. Il y a une différence. Maman, je ne comprends pas d'où ça vient. On a toujours eu une bonne relation. L'innocence dans sa voix, qu'elle soit réelle ou feinte, m'a coupé le souffle. Comment pouvait-il penser que nous avions une bonne relation alors qu'il m'avait si maltraité? À quel point était-il déconnecté de l'impact de son comportement? Thomas, ai-je dit doucement, quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? Pas pour demander quelque chose, pas pour m'inviter quelque part, juste pour parler? Il est resté silencieux un long moment. Je ne sais pas, a-t-il admis. Quand est-ce que tu m'as remercié pour la dernière fois pour l'argent que j'ai envoyé au fil des ans? Une autre pause. Je ne me souviens pas. Quand est-ce que tu m'as défendu pour la dernière fois quand quelqu'un de la famille de Chloé a été impoli avec moi? Cette fois, le silence s'est étiré si longtemps que je me suis demandé s'il avait raccroché. J'essaie d'être un bon mari, a-t-il finalement dit. Et j'essaie d'être une bonne mère, ai-je répondu. Parfois, être une bonne mère signifie dire non quand votre enfant fait de mauvais choix. S'occuper de sa famille n'est pas un mauvais choix, a-t-il argumenté. Tu as raison, ai-je convenu. Mais je ne te demande pas de t'occuper de moi. Je te demande de me traiter avec un respect de base. Je te demande d'être honnête sur tes besoins financiers au lieu de mentir sur des urgences. Je te demande de défendre ta mère quand les gens l'insultent, pas de les applaudir. Quand il a de nouveau parlé, sa voix était plus petite, moins certaine. Je ne sais pas comment arranger ça, maman. Pour la première fois de notre conversation, il ressemblait à mon fils plutôt qu'au mari de Chloé. Pour la première fois, il semblait comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas entre nous, quelque chose de plus profond que cette seule demande financière. Je ne sais pas non plus, ai-je admis. Mais je sais que rien ne s'améliorera tant que nous continuerons à prétendre que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Nous avons terminé cette conversation sans résolution, mais aussi sans hostilité. Pour la première fois depuis des mois, nous avions parlé honnêtement de notre relation, au lieu de tourner autour de problèmes que nous savions tous deux exister. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, mais ce n'était pas l'insomnie anxieuse que j'avais connue pendant des mois. C'était plutôt l'énergie agitée qui accompagne les grands changements de la vie, le processus inconfortable mais nécessaire d'établir de nouveaux schémas après des années de schémas destructeurs. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de Léa. « Je t'aime, mamie. Maman dit que tu es triste. J'espère que tu te sentiras bientôt mieux. » Le message était clairement composé et envoyé avec l'aide de Chloé. Les enfants de 7 ans n'envoient généralement pas de texto en phrases complètes avec une ponctuation correcte. Mais je pouvais entendre la voix de Léa dans les mots, et je savais que son amour était sincère, même si son accès à moi était contrôlé. J'ai répondu par texto. « Je t'aime aussi, ma chérie. » Parfois, les adultes ont besoin de temps pour régler les choses, mais cela ne change jamais à quel point je t'aime. Pendant le week-end, je n'ai eu aucune nouvelle de Thomas ou de Chloé. Une partie de moi s'inquiétait qu'il m'exclue complètement, me punissant d'avoir fixé des limites en coupant tout contact.
Mais une autre partie de moi se sentait soulagée de ne pas avoir à naviguer constamment dans leurs drames et leurs exigences. J'ai passé le samedi au musée d'Orsay, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais pris le temps. J'ai déambulé dans les galeries pleines de peintures et de sculptures, absorbant la beauté créée par des gens qui avaient refusé de laisser les circonstances limiter leur vision. Dans l'aile des impressionnistes, je me suis arrêtée devant un tableau de Mary Cassatt, un tendre portrait d'une mère et de son enfant. L'amour sur le visage de la mère était indéniable, mais sa force l'était aussi. Elle ne se sacrifiait pas pour son enfant. Elle le nourrissait depuis un lieu de plénitude et de possession de soi. C'est qui je voulais être, ai-je réalisé. Pas la mère martyre qui donne jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien, mais la mère forte qui aime depuis l'abondance plutôt que l'épuisement. Dimanche, je suis allée à l'église pour la première fois depuis des mois. J'avais cessé d'y aller quand Chloé avait fait des commentaires sur le fait que mon église était un peu simple, par rapport à l'église protestante plus huppée qu'il fréquentait. J'avais été gênée par ma petite congrégation de classe ouvrière avec son sanctuaire simple et ses cantiques d'occasion. Mais assise sur ces bancs en bois familier, entourée de gens qui me serraient dans leurs bras et me demandaient comment j'allais et se souciaient sincèrement de la réponse, j'ai réalisé à quel point la communauté authentique m'avait manqué. C'étaient des gens qui connaissaient mon histoire, qui m'avaient soutenue pendant l'enfance de Thomas, qui me valorisaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Après le culte, le pasteur Martin m'a prise à part. « Martine, je ne vous ai pas vue depuis un moment. Tout va bien ?» Je me suis retrouvée à lui parler de la situation familiale, de l'exploitation financière, de la récente décision de fixer des limites. Il a écouté sans jugement, hochant parfois la tête avec la compréhension de quelqu'un qui avait conseillé de nombreuses personnes à travers des luttes similaires. « Vous savez ce que je pense ?» a-t-il dit quand j'ai eu fini. « Je pense que vous avez confondu l'amour avec la complaisance. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de refuser de participer à son comportement destructeur. Mais s'il me coupe complètement les ponts, ai-je demandé, et si je perdais mes petits-enfants? Le pasteur Martin a souri doucement. La foi ne consiste pas à contrôler les résultats, Martine. La foi consiste à faire ce qui est juste et à faire confiance à Dieu pour les résultats. Vous ne pouvez pas forcer les gens à bien vous traiter, mais vous pouvez cesser de leur permettre de mal vous traiter. » Ces paroles m'ont accompagnée toute la semaine suivante alors que je m'installais dans de nouvelles routines qui ne tournaient pas autour des besoins et des exigences des autres. Je lisais des livres que j'appréciais, regardais des films que je voulais voir, me promenais dans mon quartier sans me presser pour aller ailleurs. C'était une vie tranquille, mais elle était paisible d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Mercredi soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Quand j'ai répondu, une petite voix a dit « Mamie, c'est moi, Léa. »« Salut, ma chérie. Comment as-tu eu ce téléphone? »« Je suis chez Jenny, » a-t-elle dit, se référant à une amie d'école. Sa mère m'a laissé t'appeler. « Tu me manques tellement, mamie. Pourquoi tu ne viens plus nous voir? » Mon cœur s'est un peu brisé à la confusion dans sa voix. « Tu me manques aussi, mon bébé. Énormément. Maman dit que tu ne veux plus aider papa. Elle dit que tu ne te soucies pas de notre famille. » J'ai fermé les yeux, sentant la colère familière envers Chloé pour avoir impliqué les enfants dans les problèmes des adultes. Mais j'ai gardé ma voix douce pour le bien de Léa. « Ce n'est pas vrai, ma chérie. Je vous aime, toi, Léo et Camille, très fort. J'aime aussi ton papa. Parfois, les adultes ont des désaccords, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un arrête d'aimer quelqu'un d'autre. Est-ce que tu seras toujours ma mamie? A-t-elle demandé, et la peur dans sa voix était déchirante. Toujours, ai-je dit fermement. Quoi qu'il arrive, quoi que dise qui que ce soit, je serai toujours ta mamie, et je t'aimerai toujours. Promis? Je te le promets, ma douce. Rien ne changera jamais ça. Après avoir raccroché, j'ai pleuré pendant 21 minutes. Pas les larmes silencieuses d'apitoiement que j'avais versées pendant des mois, mais des larmes de colère face à la manipulation émotionnelle d'enfants innocents, à la façon dont Chloé utilisait l'amour de mes petits-enfants comme une arme pour essayer de contrôler mon comportement. Mais je me sentais aussi plus résolue que jamais à maintenir mes limites. Si je cédais maintenant,
Si je retournais aux anciens schémas de complaisance financière et de manque de respect absorbé, qu'est-ce que j'enseignerais à Léa sur les relations? Quel modèle lui donnerais-je sur l'estime de soi et la dignité? Je voulais qu'elle grandisse en sachant que l'amour ne vous oblige pas à accepter un mauvais traitement, que les relations familiales devraient être basées sur le respect mutuel plutôt que sur des transactions financières, que les femmes peuvent être fortes et indépendantes même quand c'est difficile. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai postulé pour un travail à temps partiel dans un grand musée d'art. Ils cherchaient des conférenciers, des bénévoles qui dirigeraient des visites et aideraient les visiteurs à comprendre les collections. C'était quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant, mais cela combinait mon amour de l'art avec mon désir d'être utile d'une manière qui me semblait vivifiante plutôt qu'épuisante. Le processus de candidature exigeait des références, et j'ai réalisé que je n'avais pas utilisé mes compétences professionnelles pour autre chose que des emplois de subsistance depuis des décennies. Mais mon superviseur de l'entreprise de nettoyage a fait l'éloge de ma fiabilité et de mon éthique de travail, et le pasteur Martin a fourni une référence de caractère qui me faisait paraître comme quelqu'un qui valait la peine d'être connu. 2 semaines plus tard, j'ai été invitée à un entretien. J'ai acheté une nouvelle tenue pour l'occasion. Pas cher, mais quelque chose qui me donnait confiance en moi et me faisait sentir professionnelle. L'entretien s'est mieux passé que je ne l'avais prévu, et je me suis retrouvée à parler avec enthousiasme de l'art, de l'éducation et de la joie de partager la beauté avec d'autres personnes. Ils m'ont offert le poste sur le champ. Pour la première fois depuis des mois, j'ai appelé quelqu'un avec de bonnes nouvelles au lieu d'une crise ou d'une plainte. Madame Teixeira était ravie d'apprendre la nouvelle de mon nouvel emploi, et nous avons célébré avec un café et des pâtisseries d'une boulangerie que nous avions toujours admirée, mais pour laquelle nous ne nous étions jamais fait plaisir. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit alors que nous étions assises à sa table de cuisine. Plus heureuse, plus forte. Je me sens différente, ai-je admis. Ça a été dur, de fixer des limites avec Thomas et Chloé. Mais ça a aussi été libérateur. J'avais oublié ce que c'était que de prendre des décisions basées sur ce que je veux, au lieu de ce que les autres attendent de moi. « Et ton fils? As-tu eu de ses nouvelles? »« Pas beaucoup, ai-je dit. Je pense qu'ils espèrent que je changerai d'avis s'ils attendent assez longtemps. Ou peut-être qu'ils sont juste en colère que leur source habituelle de financement d'urgence se soit tarie. « Donne-lui du temps, » a conseillé Madame Teixeira. Parfois, les gens ont besoin de ressentir les conséquences de leur comportement avant de comprendre pourquoi il était mauvais. J'ai commencé mon travail de bénévole au musée le lundi suivant. La formation était intensive mais agréable, et je me suis retrouvée à apprendre des choses que je n'avais jamais sues sur l'histoire de l'art et la conservation des musées. Mes collègues conférenciers étaient tous des bénévoles. Pour la plupart des professionnels à la retraite qui avaient décidé de passer leur temps libre à partager leurs connaissances et leur enthousiasme avec les autres. Pour la première fois depuis des années, je faisais partie d'une communauté qui valorisait mes contributions et me traitait comme une égale. Personne ne se souciait du quartier où je vivais ou de l'argent que j'avais. Ils se souciaient de mon engagement envers la mission du musée et de ma capacité à communiquer avec des visiteurs de tous horizons. Diriger ma première visite était angoissant, mais aussi exaltant. Le groupe comprenait des familles avec de jeunes enfants, des étudiants, des couples âgés et des touristes internationaux. Un mélange diversifié de personnes unies par la curiosité pour l'art et la culture. Dans l'aile impressionniste, nous nous sommes arrêtés devant le tableau de Mary Cassatt que j'avais admiré des semaines auparavant. Je me suis retrouvée à parler de la force sur le visage de la mer, de la façon dont l'amour pouvait être exprimé par la présence et l'attention plutôt que par le sacrifice et l'abnégation. L'artiste a compris quelque chose d'important sur la maternité, ai-je dit au groupe. Qu'aimer quelqu'un ne signifie pas se perdre soi-même, que les meilleures mères sont des personnes entières qui partagent leur complétude plutôt que des martyrs qui donnent jusqu'à ce qu'elles n'aient plus rien. Après la visite, une jeune mère m'a approchée. « Merci pour ce que vous avez dit sur le tableau de Cassatt », a-t-elle dit. « J'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. En rentrant du musée, j'ai réfléchi à quel point ma vie avait changé en quelques semaines seulement. J'avais un but au-delà de servir les besoins des autres, des activités qui m'apportèrent de la joie plutôt que de l'épuisement, des amitiés basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation financière.
J'apprenais à être seule sans être solitaire, à être indépendante sans être isolée. Ce soir-là, Thomas a appelé. Sa voix semblait différente, moins exigeante, plus incertaine. « Maman, j'ai réfléchi à notre dernière conversation, » a-t-il dit. J'ai attendu, ne sachant pas à quoi m'attendre. Chloé et moi avons eu quelques problèmes, a-t-il continué. Elle est en colère que tu n'aides pas avec l'hypothèque, et elle a dit des choses sur toi qui ne me semblent pas justes. Quel genre de choses? Ai-je demandé. Elle n'arrête pas de dire à quel point tu es égoïste, que tu n'as jamais vraiment soutenu notre famille, que tu cherches juste à attirer l'attention. Il a fait une pause. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu nous as beaucoup aidés au fil des ans. Oui, ai-je dit doucement. Je l'ai fait. J'ai regardé nos relevés bancaires, a-t-il dit. J'ai additionné tout l'argent que tu nous as envoyé. Maman, je n'avais aucune idée que c'était autant. Je n'ai jamais pensé à d'où tu le sortais ou à ce que ça te coûtait. Pour la première fois depuis des mois, j'ai entendu un remords sincère dans sa voix. J'ai été un fils terrible, a-t-il dit, et je pouvais entendre des larmes dans sa voix. J'ai laissé Chloé et sa famille te traiter mal. J'ai arrêté de te défendre. J'ai arrêté d'appeler juste pour prendre de tes nouvelles. J'ai pris ton argent et ton amour pour acquis. J'ai senti mes propres larmes monter. Thomas. Non, laisse-moi finir, a-t-il dit. Je sais pourquoi tu as arrêté de nous donner de l'argent. Je sais pourquoi tu ne veux pas aider avec l'hypothèque. Ce n'est pas parce que tu ne nous aimes pas, c'est parce que nous ne t'avons pas traité comme si nous t'aimions. C'est vrai, ai-je dit doucement. Je ne sais pas comment arranger ça, a-t-il admis. Chloé est furieuse contre nous deux. Elle dit que si tu n'aides pas la famille en crise, alors tu ne fais pas vraiment partie de la famille. Mais je n'arrête pas de penser à quel point j'étais fière de toi avant, à quel point j'admirais ta force. Et je n'arrive pas à comprendre quand j'ai arrêté de te voir de cette façon. Tu es devenue occupée avec ta propre vie, ai-je dit. C'est normal. Mais quelque part en cours de route, tu as commencé à me voir comme une ressource plutôt qu'une personne. Tu as cessé de considérer mes sentiments et mes besoins. Comment puis-je changer ça? A-t-il demandé. Comment puis-je redevenir le fils que tu mérites? C'était la question que j'espérais entendre depuis des mois, mais maintenant qu'il la posait, je n'avais pas de réponse simple. Je ne sais pas, ai-je admis. Ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer avec des excuses. La confiance doit être reconstruite lentement, par des actions constantes au fil du temps. Me donneras-tu cette chance? A-t-il demandé. Me laisseras-tu essayer? Je veux bien, ai-je dit. Mais les choses ne peuvent pas revenir comme avant. Je ne peux pas redevenir la personne qui donne tout et ne demande rien en retour. Je comprends, a-t-il dit. De quoi aurais-tu besoin de ma part? Du respect, ai-je dit immédiatement. Un respect humain de base. Ne me demande pas d'argent. Ne laisse pas les autres m'insulter sans me défendre. Appelle-moi parce que tu veux me parler, pas parce que tu as besoin de quelque chose. Inclus-moi dans les événements familiaux parce que tu veux que je sois là, pas parce que tu te sens obligé. Ça n'a pas l'air de demander beaucoup, a-t-il dit. Ça ne devrait pas, ai-je convenu. Mais ça exigera que tu aies des conversations difficiles avec Chloé. Elle va devoir changer sa façon de me traiter aussi. Il y a eu une longue pause. Chloé et moi avons des problèmes qui vont au-delà de cette situation avec toi, a-t-il finalement dit. Elle est en colère que j'ai perdu mon travail. Elle est en colère que nous ne puissions pas maintenir le style de vie auquel nous nous sommes habitués. Elle parle de retourner vivre chez ses parents jusqu'à ce que je trouve quelque chose de nouveau. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour mon fils, pris entre les attentes de sa femme et leur réalité financière. Mais je savais aussi que cette crise était une opportunité pour eux de réévaluer leurs priorités et leurs habitudes de dépenses. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée, ai-je dit. Ses parents peuvent se permettre de vous soutenir d'une manière que je ne peux pas. Et peut-être qu'un peu de temps à part nous aiderait tous à comprendre comment avoir des relations plus saines. Tu penses que Chloé et moi devrions nous séparer? A demandé Thomas, l'air choqué. Je pense que vous devriez tous les deux déterminer ce que vous voulez de la vie et si vous voulez les mêmes choses, ai-je dit. Je pense que vous devriez vous demander si votre mariage est basé sur l'amour et le partenariat ou simplement sur des objectifs financiers communs. C'était un conseil direct,
Mais j'avais appris que la communication indirecte avait contribué au problème de notre famille. Si Thomas était enfin prêt à entendre des vérités difficiles, j'étais prête à les lui dire. « Je dois réfléchir à tout ça », a-t-il dit. « Mais maman ? Je suis désolée, je suis tellement désolée pour tout, d'avoir pris ton argent et ton amour pour acquis, de ne pas t'avoir défendu, d'avoir applaudi quand Antoine t'a traité de femme de ménage. Je déteste avoir fait ça. Je suis désolée aussi, ai-je dit. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à me défendre. Je suis désolée d'avoir permis un comportement qui n'était bon pour aucun de nous. » Nous avons terminé la conversation avec des plans provisoires pour nous retrouver pour le déjeuner la semaine suivante. Juste nous deux, sans Chloé, sans autre ordre du jour prédéterminé que d'essayer de renouer en tant que mère et fils. C'était comme la première conversation authentique que nous ayons eue depuis des années. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des lustres. J'ai nettoyé mon appartement à fond, mais pour moi-même, plutôt que parce que j'en avais honte. J'ai acheté des fleurs fraîches, je me suis préparé un bon dîner et j'ai invité Madame Teixeira à le partager. « Tu sembles plus toi-même ces derniers temps », a-t-elle observé alors que nous dégustions le dessert ensemble. « Plus à l'aise dans ta peau. »« Je le suis, » ai-je dit. C'est étrange. Je pensais que fixer des limites avec Thomas et Chloé me ferait me sentir isolée. Mais en fait, ça m'a fait me sentir plus connectée à moi-même et à d'autres personnes qui me traitent bien. « C'est comme ça que ça marche, » a dit Madame Teixeira avec un sourire entendu. « Quand tu cesses d'accepter un mauvais traitement, tu fais de la place pour de meilleures relations. » Dimanche, j'ai reçu un autre appel de Léa. Cette fois, elle était avec son autre grand-mère, la mère de Chloé, Béatrice. « Ma amie Martine ?» La voix de Léa était petite et triste. « Maman et papa se disputent beaucoup. Est-ce qu'ils vont divorcer à cause de toi ?» La question m'a frappée comme un coup physique. Chloé me blâmait pour leurs problèmes conjugaux, faisant craindre à une enfant de 7 ans que sa grand-mère soit responsable de la rupture du mariage de ses parents. « Non, ma chérie, » ai-je dit fermement. « Les problèmes de maman et papa n'ont rien à voir avec moi. Parfois, les adultes ont des désaccords qu'ils doivent régler eux-mêmes. Mais maman dit que tu ne veux pas aider papa à trouver un travail, » a dit Léa, la confusion évidente dans sa voix. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver comment expliquer le dysfonctionnement des adultes à un enfant sans la faire se sentir responsable. Le travail de mamie est de t'aimer toi et ton papa, pas de résoudre tous ces problèmes, ai-je dit prudemment. Papa est un adulte intelligent et capable qui peut trouver comment trouver un nouvel emploi. Et les problèmes de mariage de maman et papa sont leur responsabilité à régler, pas celle de quelqu'un d'autre. Je veux juste que tout le monde arrête d'être en colère, a dit Léa, et je pouvais entendre des larmes dans sa voix. Je sais, mon bébé. Je le veux aussi. Mais parfois, les gens doivent surmonter des sentiments difficiles avant de pouvoir cesser d'être en colère. L'important pour toi est de te souvenir que rien de tout cela n'est de ta faute et que tous les adultes de ta vie t'aiment très fort. Après avoir raccroché, j'étais furieuse contre Chloé pour avoir impliqué Léa dans des conflits d'adultes. Mais j'étais aussi triste pour ma petite fille, prise au milieu de problèmes qu'elle ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Cet appel a renforcé ma détermination à maintenir mes limites. Quoi qu'il se passe entre Thomas et Chloé, quels que soient les problèmes financiers ou conjugaux qu'ils puissent rencontrer, je ne retournerai pas aux anciens schémas de complaisance et de sauvetage financier qui avaient endommagé toutes nos relations. Le déjeuner avec Thomas était prévu pour le mardi dans un petit café du 16e, non loin de chez eux mais en terrain neutre où nous pourrions parler en privé. Je suis arrivée en avance et j'ai choisi une table dans un coin où nous ne serions pas entendus, mon estomac noué d'anticipation. Thomas avait l'air plus vieux quand il est entré, plus fatigué que dans mon souvenir. Il m'a brièvement serré dans ses bras en s'asseyant, et pendant un instant, il a semblé être de nouveau mon garçon au lieu de l'étranger distant qu'il était devenu. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer », a-t-il dit une fois que nous avons commandé. « Je n'étais pas sûre que tu le ferais. »« Je n'étais pas sûre non plus, ai-je admis. Mais je suis prête à essayer si tu l'es. » Nous avons parlé pendant 2 heures. Vraiment parlé. Probablement plus honnêtement que nous n'avions communiqué depuis des années.
Thomas m'a parlé de la pression qu'il ressentait pour maintenir un style de vie qui nécessitait 2 revenus substantiels, des attentes de Chloé et de l'influence de sa famille, de sa propre confusion sur ce qu'il voulait vraiment de la vie. Je lui ai parlé des années de solitude et de difficultés financières, du sentiment d'être exclu de sa famille tout en étant censé la soutenir financièrement, de l'érosion progressive de mon estime de moi qui avait culminé avec cette terrible humiliation de la fête d'anniversaire. « Je n'arrête pas de penser à cette nuit-là », a-t-il dit, à la blague d'Antoine et à ma réaction. J'étais ivre, et je me la jouais devant les amis de Chloé, et je voulais m'intégrer à des gens que je pensais plus sophistiqués que moi. « Alors tu as décidé que ta mère était une cible acceptable pour leur humour ?» ai-je demandé. Il a tressailli. « Quand tu le dis comme ça semble impardonnable. » « Ça semblait impardonnable, ai-je dit. Mais je suis là, n'est-ce pas? Je suis prête à travailler vers le pardon si tu es prête à travailler vers le changement. Je le suis, a-t-il dit immédiatement. Chloé ne comprend pas pourquoi c'est si important pour moi, pourquoi je ne peux pas simplement laisser les choses revenir comme avant. Mais je ne peux pas ne pas voir ce que je t'ai fait. Je ne peux pas ignorer à quel point j'ai maltraité la personne qui a tout sacrifié pour moi. Que dit Chloé de tout ça? Ai-je demandé. Le visage de Thomas s'est assombri. Elle pense que tu es manipulatrice. Elle dit que tu crées un drame pour attirer l'attention, que tu nous punis de ne pas être assez reconnaissant pour ton aide. Et qu'en penses-tu? Je pense que Chloé n'a jamais eu à se sacrifier pour qui que ce soit dans sa vie, alors elle ne comprend pas ce que signifie donner et ne rien recevoir en retour, sauf des demandes supplémentaires. C'était une évaluation dure, mais probablement exacte du caractère de sa femme. Chloé n'avait jamais connu l'insécurité financière ou le rejet familial, n'avait jamais eu à choisir entre ses propres besoins et les exigences de quelqu'un d'autre. « Thomas, ai-je dit prudemment, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Même si Chloé ne change jamais son attitude envers moi, même si elle continue de me voir comme un problème à gérer plutôt qu'une personne à aimer, je ne peux pas retourner à accepter le manque de respect. Je n'enverrai pas d'argent, n'absorberai pas d'insultes et ne ferai pas semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je sais, a-t-il dit, et honnêtement, je pense que c'est peut-être mieux pour nous tous. Nous avons vécu au-dessus de nos moyens, comptant sur toi pour subventionner un style de vie que nous ne pouvions pas nous permettre. Il est peut-être temps d'être plus réaliste sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas avoir. Et Chloé? Pourra-t-elle accepter ça? Thomas est resté silencieux un long moment. Je ne sais pas, a-t-il finalement dit. Nous sommes en thérapie de couple, essayant de savoir si nous voulons les mêmes choses de la vie. Ses parents pensent que je ne suis pas assez ambitieux, que je la retiens du genre de vie qu'elle mérite. Parfois, je me demande s'ils ont raison. Quel genre de vie penses-tu mériter? Ai-je demandé. Je ne sais plus, a-t-il admis. Je pensais que c'était la grande maison, les voitures chères et les écoles privées pour les enfants. Mais j'ai été malheureux en essayant de maintenir tout ça. Je travaille constamment, nous nous disputons constamment à propos de l'argent et nous traitons mal les gens que nous devrions aimer, comme toi, parce que nous sommes si stressés de garder les apparences. Nous nous sommes quittés ce jour-là avec un plan provisoire de nous revoir la semaine suivante et la promesse qu'il commencerait à m'appeler régulièrement, juste pour prendre de mes nouvelles. Ce n'était pas une réconciliation miracle, mais ça ressemblait au début de quelque chose de plus authentique que ce que nous avions partagé depuis des années. En retournant à ma voiture, j'ai réfléchi à quel point cette conversation avait été différente de nos interactions au cours des dernières années. Nous avions parlé comme des égaux, comme 2 adultes travaillant ensemble sur un problème difficile, plutôt que la danse manipulatrice de demande et de complaisance qui avait caractérisé notre relation récente. Pour la première fois depuis des mois, j'avais de l'espoir quant à la possibilité de reconstruire une véritable relation avec mon fils. Cet espoir a été mis à l'épreuve le week-end suivant lorsque Chloé a appelé. « Martine, il faut qu'on parle », a-t-elle dit sans préambule, sa voix vive d'une colère à peine contenue. « Bonjour Chloé », ai-je dit calmement. « Que puis-je faire pour toi? Tu peux arrêter d'empoisonner mon mari contre moi », a-t-elle dit. Thomas est rentré du déjeuner avec toi plein d'idées sur la façon dont nous devons changer notre style de vie et revoir nos attentes à la baisse. Il parle de vendre la maison et de déménager dans un endroit moins cher,
Ce sont des réponses raisonnables au chômage, ai-je dit. Nous ne sommes pas au chômage, a sèchement répondu Chloé. Thomas est entre deux postes. C'est temporaire. Mais il agit comme si nous devions abandonner tout ce pourquoi nous avons travaillé simplement parce que tu as décidé de retirer ton soutien. Chloé, ai-je dit aussi doucement que possible, Thomas et moi avons parlé de beaucoup de choses, mais je ne lui ai pas dit de faire des changements spécifiques à votre mariage ou à votre style de vie. Ce sont des décisions que vous devez prendre ensemble. Mais tu lui as mis ces idées en tête de vivre selon nos moyens et d'être réaliste sur ce que nous pouvons nous permettre. Il ne parlait jamais comme ça avant. Peut-être qu'il ne se sentait jamais libre de parler comme ça avant, ai-je suggéré. Peut-être qu'il ressentait la pression de maintenir un style de vie qui exigeait un stress financier constant. Nous sommes des gens qui réussissent, a dit Chloé, sa voix s'élevant. Nous méritons de bien vivre, nous méritons de belles choses. Vous méritez tout ce que vous pouvez vous permettre de payer avec votre propre argent, ai-je dit. Mais vous ne méritez pas que d'autres personnes sacrifient leur sécurité financière pour subventionner votre style de vie. Je ne t'ai jamais demandé de sacrifier quoi que ce soit, a dit froidement Chloé. Tu as proposé d'aider, et nous avons accepté. Si tu ne pouvais pas te le permettre, tu n'aurais pas dû proposer. La désinvolture de son renvoi m'a coupé le souffle. Des années de véritables difficultés financières de ma part, rejetées comme étant de mon propre mauvais jugement plutôt que leur exploitation de mon amour. Tu as raison, ai-je dit. Je n'aurais pas dû offrir une aide que je ne pouvais pas me permettre. Je n'aurais pas dû encourager des dépenses que je ne pouvais pas soutenir. Je n'aurais pas dû vous permettre de mal me traiter pendant que je subventionnais votre style de vie. Alors, c'est encore une question de respect, a dit Chloé avec dégoût. Tu tiens toute notre famille en otage parce que tes sentiments ont été blessés. C'est une question de réalité, ai-je dit. La réalité que je n'ai pas d'argent illimité à vous donner. La réalité que maltraiter les gens a des conséquences. La réalité que les relations doivent être mutuelles pour être durables. Bien, a dit Chloé, mais ne t'attends pas à faire partie de cette famille si tu n'es pas prête à agir comme une famille. Agir comme une famille ne signifie pas accepter les abus, ai-je dit. Cela signifie se traiter les uns les autres avec amour et respect. Chloé m'a raccroché au nez, mais pas avant que je l'entende dire quelque chose à quelqu'un d'autre dans la pièce à propos de « vieille salope manipulatrice ». Je suis restée assise dans mon appartement silencieux après cet appel, tremblant légèrement de l'adrénaline de la confrontation. L'hostilité de Chloé n'était pas nouvelle, mais l'avoir dirigée si ouvertement contre moi était encore déstabilisant. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point sa désapprobation m'affectait peu par rapport à il y a quelques mois. Je n'avais plus besoin de son approbation ou de son acceptation. Je ne mesurais plus ma valeur à son opinion sur moi. Cela ressemblait à un progrès. Les semaines suivantes ont apporté un flux constant de contacts de la part de Thomas et des communications rares et hostiles de la part de Chloé. Thomas appelait 2 fois par semaine comme promis. Généralement de brèves conversations sur sa recherche d'emploi ou des nouvelles des enfants. Il semblait faire un effort pour m'inclure dans sa vie sans rien demander en retour. Les rares communications de Chloé étaient uniformément manipulatrices, allant de la culpabilisation à propos des enfants qui regrettèrent leur grand-mère à des menaces voilées de limiter mon accès à eux. Je répondais calmement aux demandes d'informations et ignorais les tentatives de manipulation émotionnelle. Les enfants, pendant ce temps, s'adaptaient aux nouvelles dynamiques familiales de différentes manières. Léo et Camille, les petits-enfants plus âgés, semblaient largement non affectés par les conflits des adultes. Mais Léa continuait d'appeler quand elle le pouvait, semblant généralement confuse et triste à propos de la tension familiale. « Mamie, pourquoi maman est si en colère tout le temps ?» a-t-elle demandé lors d'un appel. « Parfois, les adultes sont stressés par des choses comme le travail et l'argent, » ai-je dit. « Ce n'est pas de ta faute, et ce n'est pas à toi de régler ça. »« Je t'ai fait un autre dessin, » a-t-elle dit. « C'est nous en train de prendre le thé ensemble comme on le faisait avant. »« J'adorerais voir ce dessin, » ai-je dit. Mon cœur serré de la sentir me manquer. « Peut-être que quand maman ne sera plus en colère, tu pourras venir prendre un vrai thé avec moi à nouveau, » a dit Léa avec espoir. « Peut-être, ai-je convenu, bien que je ne sois pas sûre de quand ou si cela arriverait. » En novembre, Thomas a appelé avec une nouvelle inattendue. Il avait trouvé un nouvel emploi. Il payait moins que son poste précédent.
mais c'était un travail stable avec de bons avantages et une charge de travail plus raisonnable. Félicitations, ai-je dit, sincèrement heureuse pour lui. Comment te sens-tu à ce sujet? Soulagée, a-t-il dit, et un peu effrayée. Chloé n'est pas contente de la baisse de salaire, et ses parents pensent que je devrais attendre quelque chose de mieux. Mais honnêtement, maman, j'en ai marre de la pression. Je veux travailler pour vivre, pas vivre pour travailler. Ça semble sain, ai-je dit. Chloé et moi sommes toujours en thérapie, a-t-il continué. Nous parlons de beaucoup de choses, nos attentes, nos priorités, ce que nous voulons vraiment de la vie. C'est difficile, mais je pense que c'est nécessaire. Es-tu heureux? Ai-je demandé. Il y a eu une longue pause. Je ne suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire maintenant, a-t-il finalement dit. Mais je me sens plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. 2 semaines avant Noël, j'ai reçu un appel que je n'attendais pas. Béatrice, la mère de Chloé. Martine, je pense que nous devrions déjeuner ensemble, a-t-elle dit de sa voix vive et autoritaire. J'étais curieuse de savoir ce qu'elle voulait discuter, alors j'ai accepté de la rencontrer dans un restaurant chic du centre de Paris. Béatrice était ponctuelle et parfaitement habillée, comme toujours, mais elle avait l'air fatiguée d'une manière que je n'avais pas remarquée auparavant. « Merci d'être venue », a-t-elle dit une fois que nous étions assises. « Je voulais vous parler de cette situation entre vous et Chloé. J'ai attendu, ne sachant pas à quoi m'attendre. Chloé est très contrariée par votre décision de cesser de fournir une aide financière, a dit Béatrice. Elle a l'impression que vous avez abandonné la famille pendant une période difficile. Je comprends que Chloé soit contrariée, ai-je dit prudemment, mais j'ai dû prendre des décisions difficiles concernant ma propre situation financière. Martine, je vais être directe avec vous, a dit Béatrice. Le père de Chloé et moi avons aidé Thomas et Chloé plus qu'ils ne le réalisent. Nous avons couvert l'hypothèque depuis que Thomas a perdu son emploi, et nous sommes prêts à continuer de le faire jusqu'à ce qu'il soit de nouveau sur pied. C'était une nouvelle pour moi, bien que cela explique comment ils avaient réussi à éviter la saisie malgré le chômage de Thomas. C'est très généreux de votre part, ai-je dit. Nous pouvons nous permettre d'être généreux, a dit Béatrice. Mais Chloé est convaincue que vous pourriez vous permettre d'aider aussi, si vous le vouliez. Elle pense que votre refus est motivé par la rancune plutôt que par la nécessité. Qu'en pensez-vous? Ai-je demandé. Béatrice m'a étudié un moment. Je pense que vous avez donné plus que vous ne pouviez vous permettre pendant des années, a-t-elle dit doucement. Je pense que Chloé s'est habituée à dépendre de l'aide de plusieurs sources sans bien comprendre ce que cette aide coûtait aux personnes qui la fournissaient. Son honnêteté m'a surprise. Antoine se sent terriblement mal pour ce qu'il a dit à la fête d'anniversaire de Chloé, a poursuivi Béatrice. Il était ivre et cela jouait, et il n'a pas pensé à quel point ses paroles étaient blessantes. Chloé était mortifiée par son comportement, mais elle était trop gênée pour s'excuser. « Et Thomas » ai-je demandé. Quelle était son excuse pour applaudir? Béatrice a soupiré. Thomas essayait de s'intégrer à des gens qu'il pensait plus sophistiqués que lui. C'était enfantin et cruel, mais je ne pense pas qu'il ait compris à quel point ça vous blesserait. Ça m'a blessée, ai-je dit. Mais plus que ça m'a montré comment ma propre famille me voyait, comme quelqu'un dont la dignité pouvait être sacrifiée pour le divertissement des autres.